Émission 739. Cette semaine, Moon Knight Volume 1, Lunatic. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Bon, ok, rien. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, chanteur d'une équipe dont les membres vous posent la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que toutes les nouvelles bières soient des IPA? C'est bon, là, mais c'est nécessaire. Le présent à l'instant. Le premier, après toutes ces années, il nous réserve encore des surprises. Saviez-vous que Simon fait une parfaite imitation des Potty dans Power Rangers? Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. On a découvert ça récemment. Oui. Que de talent. C'était étrange. C'est très étrange. À entendre dans un prochain Kaiju. On va en parler tantôt. La dernière n'est pas une experte de la politique internationale, mais elle croit que si Poutine avait écouté la guerre des Tucs plus jeune, les choses auraient viré autrement. Marilyn Brisebois est avec nous. Je n'avais pas pensé à ça, mais oui. Oui. Hey, on va être rejoint tantôt par notre ami Laurent Boutin qui termine son corps chez Planète BD. Puis juste avant de passer dans les nouvelles, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. En fait, des petites annonces vraiment rapides. Il y a notre ami Maxime Gervais qui est accompagné de Anthony Hamelin, qui est le gars, je pense, derrière les films dans le cabanon. Hein. Ça se peut-tu, Simon, tu avais été invité là-bas. Qui sortent leur film La Balloune, un documentaire sur l'humoriste oublié de 90 ans passés, Claude Cress. Le film va sortir à la fin du mois. Il y a des dates qui ont déjà été lancées, mais déjà, là, il y a des salles combles partout, un peu partout. Puis il y a des supplémentaires qui ont été rajoutés. Je ne pense pas qu'il y ait un site officiel, mais vous pouvez aller sur l'Instagram de Claude Crest. Crest, c'est C-R-E-S-T. Donc, Claude Crest Humour sur Instagram. Puis, il partage des nouvelles. Il partage en fait des stories avec les nouvelles dates. Il y a des représentations un peu partout au Québec. Il y a en Gatineau, à Montréal. Mais rapidement, les billets se vendent. Si vous voulez aller voir ça en personne, en présentiel, comme dans l'ancienne vie, il y a des dates qui vont se rajouter. Et prochainement, le film va être également disponible en vidéo on demand. Donc, le titre, c'est La Balloune de Claude Crest. Il se débrouille pas mal sur les réseaux sociaux. C'est surprenant pour un homme de son âge. Mais c'est beau de le voir aller. Là. Il est bien motivé. D'après moi, sa femme l'aide. Parce que sa femme, elle a une tablette, je pense. Oui, c'est ça. Elle a l'air plus au fait de la nouvelle technologie. Donc, bravo à Maxime, bravo à Anthony. Et allez voir La Balloune, ça sort à la fin du mois. Autre chose qui sort vers la fin du mois, début avril, il n'y a pas de date officielle encore, c'est la bande dessinée de notre ami Jake Dion, qui participe au podcast, mais qui n'est pas là cette semaine. Son album Chanson Noire va être disponible chez Glénat à la fin du mois, début avril, comme je viens de le mentionner. Jake, la semaine passée, a dit, si vous voulez appuyer la bande dessinée, la meilleure façon, c'est de précommander l'album sur les libraires. Les libraires, là, c'est un site qui regroupe les librairies du Québec, puis vous pouvez commander directement d'une librairie en particulier ou voir les stocks où l'album va être disponible. Mais en précommandant l'album Chanson Noire, vous assurez que l'éditeur, les gens derrière l'album, se rendent compte qu'il y a un intérêt pour le volume. Et c'est super important. Jake m'a expliqué qu'il y avait déjà des gens qui avaient précommandé. Il y a du monde sur le Discord des Mystérieux Étonnants qui ont déjà précommandé l'album. Si vous voulez encourager le nouvel album de Jake, Chanson Noire, sur les libraires, allez commander ça. Puis l'éditeur n'a pas le choix de commander plein d'autres albums. C'est difficile en ce moment, l'impression. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure dans mes nouvelles. Mais l'impression, il faut réserver des presses. Puis il y a comme une espèce pas un engouement, mais un trafic important de commandes. Donc, à l'avance, il faut pouvoir faire des commandes de nouvelles impressions. Puis si là, on peut déjà montrer un intérêt pour l'album, ben, ça va aider Jake, ça va aider sa carrière, puis ben, on veut aider notre ami. Donc, deux amis qui sortent des projets en même temps d'ici la fin du mois. C'est vraiment beau à voir. On a vraiment du monde. Fort. Ils sont bons. Tout le monde autour de nous autres travaille pas mal fort. Tout le monde a des projets fringe qui leur tient à cœur. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Ben oui, ben là, Marilyn, t'as un enfant. Tu l'as fait ton projet. Tu l'as fait ton projet. Je peux prendre ma retraite. Nice. Non, mais je veux pas te résumer juste à ça, ta fonction de maman. Là, non, ça me va. Mais non, mais je sais pas. Avant, tu avais un Twitter, tu étais active sur Twitter. C'est comme ça qu'on s'est plus ou moins rencontrés il y a genre 10-12 ans.
de ça? Oui, j'ai fait des choses. Je suis dans le déménagement en ce moment, puis j'ai vidé genre 8 boîtes de souvenirs. Puis j'étais comme, ah oui, j'ai fait ça, j'étais ça, OK. Mais tu fais encore des choses. T'es une amie, t'es une mère, t'es une blonde, t'es une sœur, t'es une... Donne-toi Oui, du je voulais juste crédit. dire que je travaille pas fort. Ben là, arrête ça, là. Arrête ça. On voit les boîtes, hein, pour les gens qui nous écoutent live, on est sur YouTube, Facebook et Twitch les lundis. On voit tes belles boîtes Canadian Tire. Oui, j'ai acheté des boîtes parce qu'à mon T'as une âge... commandite. Oui, ma commandite. Hey, j'aimerais ça. J'aurais peut-être des Traction Aid gratis. Ça a été le fun. Ben Mais j'ai pas de char. Mais je suis rendue à un âge où courir à la sac puis ramasser des vieilles boîtes puis ramasser des boîtes de bananes à l'épicerie, non. J'ai fait la même chose, là. C'est comme... Je les Je vais achète, les acheter, ça va être fait. j'ai c'est ça. donne après. Tu sais, il y a des places qui recyclent puis tout ça. Puis je suis rendue... Avoir su, je t'aurais donné les miennes parce que quand j'ai déménagé il y a 2 ans, en pleine pandémie, genre 2 semaines après le début de la pandémie, je les ai gardées au cas où qu'il y a comme quelque chose qui chie. Mais s'il m'en manque, parce qu'on est allé acheter comme une première batch. Mais, ouais, j'en ai plein dans mon cabanon. Ils sont corrects. Là. Je les ai regardés l'autre fois. Là. Ils sont pas pourris. Il n'y a pas eu de petit rongeur dessus qui a fait caca. Fait que je peux te donner. J'ai fait une quinzaine de boîtes de livres et il y a notre ami Laurent qui s'est proposé de venir peinturer le dedans de mon garde-robe. Lui et moi, on a fait chez vous. Et là, on se demandait, on était comme, on a-tu fait... C'est parce qu'on a fait une bonne job ou on a juste mis les sur une job dans le garde-robe parce que personne n'allait le voir? Non, moi, je suis un complétiste. J'aime ça quand les choses soient faites comme du monde. Fait que là, il restait les garde-robes. Puis moi, je le savais que les garde-robes étaient pas peints. Puis il restait à peinturer les garde-robes. Vous avez fait une très bonne job. C'était la dernière fois que vous êtes venu chez nous. Puis c'était la dernière fois que vous êtes venu chez nous. À part voir ton cadre de porte en train de porter des pogs de Alf. Oui, c'est ça. T'es venu me porter des pogs de Alf. Marilyn a trouvé, elle m'a fait un cadeau surprise la semaine passée. C'était pas ma fête à rien. Puis j'ai eu des pogs de Alf, Simon. Tu sais, Alf, il est revenu sous forme de pog. Oui. Pas vieille cette joke-là, pas en tout. Hey, Simon, je suis allé à Terre Kaiju la semaine passée. Ben oui. Tu veux en parler? Oui, on t'a invité et tu nous as proposé de regarder des épisodes de Power Ranger. Yes. Donc, c'est ça, c'est un épisode qui devrait s'en venir, là, j'imagine. Faut plus demander à Jake ces affaires-là. Oui, je sais, c'est lui qui monte le show. Mais on a eu du plaisir. On a eu du fun. Jake a eu beaucoup de plaisir. Ouais. Il était très enthousiaste. J'ai l'impression que... Ah, lui, il a trippé. Il a trippé sa vie. Il a découvert quelque chose à 40 ans qu'il avait ignoré quand il était jeune. Ouais, moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Moi, j'ai aimé ça. Mais c'est sûr que ça a un peu vieilli, mais je comprends l'intérêt de Jake. J'ai de l'amour pour Power Rangers. Il a tout le temps été un fan des Power Rangers. Je me souviens qu'une fois, il m'avait shamé parce que j'écoutais pas ça. Puis j'ai fait comme... Mais on n'était pas trop vieux pour les Power Rangers? Non. Oui. Oui, on était trop vieux. Parce que je les écoutais et j'étais trop vieux. On est du même âge, Jake et moi. Puis toi aussi. Fait que, ils les écoutaient, mais pas autant que moi. Moi, je les ai suivis vraiment longtemps. Jusqu'à Lost Universe, là, qui est la fin du premier cycle. Ça, pendant des années. Jake a une anecdote là-dessus dans l'épisode d'ailleurs où il s'est fait shamer par ses amis. Oui. À genre 15 ans, en affaire de même, 14-15 ans. Donc, l'épisode de Terre Kaiju, qui est un spin-off des Mystérieux Étonnants, va sortir prochainement. On va vous en parler, anyway. Puis, vous allez pouvoir entendre toute cette belle émission, ce beau contenu. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Allons-y avec Marie-Lune. Ouais, c'est ça. T'as levé la main. Je pointais. Je me sens vraiment tout le temps comme si j'étais dans un cours de maths et je n'avais pas fait mon devoir. Ouais. As-tu un stress? Shit. Fuck. J'ai écouté une série qui n'était pas une vieille série en fin de semaine. T'as écouté Mandalorian? Non. Le pire, c'est que j'y ai pensé. Parce que là, on a passé beaucoup de temps à chercher des apparts puis visiter des apparts. Puis là, en fin de semaine, on s'est dit, fuck off. On est sorti vendredi, samedi, on a passé la journée en pyjama, on écoute quelque chose. Puis pendant quelques secondes, j'étais comme, non, pas Mandalorian. Donc, T'as hésité, par exemple. Peut-être que ça fait du chemin. Ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Oui. C'est une couple d'années, on va y arriver. OK. J'ai écouté quelque chose qui est un peu dans le true crime, mais qui n'est pas une vraie histoire, et qui est un peu dark et lourd, mais qui s'écoute bien. Ça s'appelle Mayor of Eastwood. Ouais. Est-ce que vous voulez écouter? C'est sur Crave HBO, et c'est avec Kate Winslet, qui est excellente. Elle est malade et j'ai l'impression que j'ai pas écouté beaucoup de choses avec Kate Winslet où je m'en souviens pas. On dirait que j'ai le souvenir que c'est une bonne actrice, mais que je me souviens pas dans quoi elle a joué. Dans quoi elle aurait brillé autant.
Donc, c'est une mini-série de 7 épisodes de 57 minutes. Donc, c'est une série de 7 épisodes de 1 heure qu'on a écouté en une journée. On a fait fuck all. Je me suis pas habillée. C'est dirigé par Brad Egglesby, qui a fait quelques séries, mais rien de retentissant. C'est avec Kate Winslet, Jean Smart, qui a joué dans beaucoup de choses, qui est une madame de certain âge, de 70 ans. Elle est excellente là-dedans. Son personnage est très drôle. Ça, c'est celle qui jouait dans Watchmen aussi. Hein? Ah oui. Oui, elle jouait la mère de Sil Spector, la première. Je pense qu'elle jouait Sil Spector. Hein? Elle jouait l'original de Sil Spector, okay. mais elle était la mère du deuxième Sil Spector. Ben, en fait, peut-être que là, tu me fais douter. Là. C'est pas ça le nom du personnage quand... Ouais, je suis sûr. Continue, on va... J'ai vraiment bugué. Donc, c'est 7 épisodes et là, trigger warning, il y a du kidnapping et des meurtres. C'est une petite ville en Pennsylvanie, tu sais, genre de ville où est-ce qu'il se passe jamais rien, mais là, qu'il y a plein de meurtres puis plein d'enlèvements de jeunes filles. Comme Brossard. Oui, c'est ça. Donc, il y a... c'est une policière qui est Kate Winslet, qui tu vois qu'elle va pas bien, elle vit des choses, elle a des traumas, il y a sa famille, c'est une petite ville. Tout a l'air misérable, tout est brun, c'est déprimant. Le premier épisode, on était comme... Ouf! Tu sais, le premier épisode qui place les éléments, on est comme... OK, personne n'est heureux, c'est super. Mais donc, c'est de trouver le meurtrier et il y a en parallèle aussi un enlèvement que tu vois que c'est il y a un an passé. Elle a travaillé sur le même dossier, donc en parallèle, elle travaille sur ces 2 dossiers-là. C'est vraiment bien ficelé. Ça me faisait penser un peu à The Killing, mais en une série au lieu de 3 saisons. Le personnage principal me fait penser à la même chose, une femme forte qui vit des traumas, puis tu sais, elle n'est pas là pour être cute, elle n'est pas là pour être dure, elle est là juste pour faire sa job. Il y a aussi David Denman qui fait Ray dans The Office, qui est excellent. Même les enfants sont excellents. Il y a aussi une jeune fille trisomique qui est actrice là-dedans, qui a fait d'autres rôles aussi. Donc, je trouve ça vraiment cool. C'est quoi l'histoire? C'est ça. Donc, c'est ça, c'est une policière dans une petite ville. Il y a un meurtre d'une jeune fille. Elle essaie de démêler ça, mais tu sais, tout est intriqué parce que tout le monde se connaît. Donc, tu soupçonnes tout le monde. C'est la cousine de quelqu'un, la nièce de quelqu'un. Elle est sortie avec quelqu'un. C'est une jeune fille. C'est une teen mom. Donc, tu sais, le père aussi. Tout le monde a des relations conflictuelles. Donc, c'est compliqué un petit peu. Évidemment, tu soupçonnes tout le monde. Là, toutes les 2 secondes, c'est lui. Non, c'est pas lui. Mais c'est vraiment bien ficelé. Il y a évidemment comme plein de punch, ça n'arrête plus. Et il y a eu 7 nominations Emmy, ils en ont gagné 4. Donc, Kate Winslet, le meilleur outstanding lead actress, et elle le mérite vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est pas joyeux. Il n'y a pas beaucoup de gore, mais il y a beaucoup de drame parce qu'on développe beaucoup chaque personnage et chaque drame de chaque personnage parce que ça vient toucher la quête et l'enquête, mais aussi parce que c'est aussi un drame personnel. Mais est-ce que c'est comme les séries québécoises, qu'à un moment donné, tu finis par te décoller complètement de l'histoire principale pour juste aller dans le drama des personnages de l'autre? Moi, ça me gosse, là, parce que je comprends pourquoi on fait ça. Là, on a moins de moyens aussi, mais à un moment donné, je suis comme, je pourrais écouter une série policière, je m'en fous des relations de la police. Puis tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend de ce que tu recherches. Moi, j'aime beaucoup, même dans les policiers, ce que j'aime beaucoup, tu sais, j'aime pas les policiers que c'est vraiment, tu sais, John Grisham, j'aime pas ça, là, quand c'est des affaires d'avocats puis des affaires de firme, puis tu sais, je trippe pas, là, c'est vraiment dans la psychologie, c'est ça, des personnages. Du drame administratif. Puis de la manière, tu sais, la manière qu'elle traite le dossier, c'est de façon personnelle aussi, ses motivations, comment est-ce qu'elle traite les gens, comment est-ce qu'elle les interviewe, il y a ça aussi. Tu sais, c'est une mère célibataire aussi, comment est-ce qu'elle traite la jeune fille qui est une mère célibataire, ça vient jouer. Je pense que ça apporte beaucoup parce que c'est pas une histoire vraie, mais c'est pour montrer que les victimes ont une famille. Les policiers ont une famille autour aussi, ils ont une histoire. Je pense que ça vient jouer là-dedans, mais on a vraiment dévoré là, cet épisode de 1 heure en une journée. OK. Il y a tout le temps le filon de... C'est comme quand tu lis un page-turner, tu veux savoir qui a tué, puis il y a peut-être des bouts que tu trouves un petit peu plus longs, là.
Mais ça m'a vraiment accroché. Donc, c'est Mayor of Easttown sur Crave. C'est commandé par HBO. Excellent. Merci. Ben, moi aussi, j'ai écouté beaucoup de Crave en fin de semaine. Je pense que quand le temps est morose, je me tape tout le temps des documentaires aussi moroses. On s'entend que c'est pas super joyeux en ce moment. Fait qu'on dirait que pour comme pallier à la morosité, tu dis « Ah ouais? Attends une minute. Moi, écouter un film sur les descendants du Troisième Reich. Les enfants qui ont participé à des crimes de guerre. » Mais il y a beaucoup de bons documentaires sur Crave. Oui, il y en a beaucoup. Il y a une bonne sélection. Il y en a beaucoup sur Netflix, mais ceux sur Crave, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas ceux que tu vois partout. Puis d'ailleurs, je faisais des blagues, mais le documentaire que j'ai écouté, c'est Final Sanction. Final Account. C'est un film d'environ, je pense, 2008-2010, sur les jeunes, la jeunesse hitlérienne, ces jeunes-là qui ont vécu dans l'Allemagne nazie, puis comment ils ont été endoctrinés dans cette façon-là de vivre, puis de voir la vie, puis les autres. C'est super intéressant. Puis ces gens-là, à la fin de leur vie, ils sont beaucoup plus candides aussi sur les événements qu'ils ont fait, puis les actes auxquels ils ont participé. Ça m'a beaucoup touché. C'est l'humain dans tout ce qu'il y a de beau et aussi horrible. Fait que je le conseille fortement. Final Account sur Crave. Qu'est-ce que tu avais de ton côté, Simon? Est-ce que vous voulez entendre parler de Blu-ray, de BD ou de film? Ah, va-t-on de la BD? Parce que t'en lis pas mal de ce temps-ci. Suite de la BD, parfait. Ouais. J'ai lu toutes les BD de Old Man Logan. Oh. Ça fait chier, man. T'anticipes mes lectures. Fait que là, je peux pas en parler au mystérieux parce que ça t'empêche pas de lire et de parler. Non, je sais. Mais ouais, c'est ça. Il y a eu la série par Jeff Lemire que j'ai lu. En fait, il y a eu 2 auteurs. Il y a eu Jeff Lemire au début, puis après, il y a Ed Brisson. Puis c'est ça, Old Man Logan, évidemment, il a commencé dans la run de Wolverine par Mark Millar. Mm-hmm. Après, il y a eu un petit trade qui se passait pendant Secret Wars, qu'on a lu au show. Puis si on n'avait pas lu Secret Wars, c'était un petit peu dur à savoir qu'est-ce qui se passait. Mais ça, c'était par Bendis. Mais là, c'est ça. Là, c'est vraiment un ongoing. Il y a eu 50 numéros. Il y en a eu quand même beaucoup. C'est ça. Oui. Puis c'est ça. Ben, tu sais, c'est dessiné par Andrea Sorrentino et c'est magnifique. C'est le même qui avait fait celle qui se passait pendant Secret Wars. Mm-hmm. Puis là, c'est ça. C'est Wolverine qui est dans l'univers, le 616, l'univers normal. Principal de Marvel. Puis là, ben, lui, il est comme... Au début, il est un peu comme convaincu qu'il faut qu'il tue les gens qui sont responsables de ce qui est arrivé dans son univers. Mm-hmm. C'est juste que là, à cause... Il se rend compte rapidement que là, il n'est plus à la même place, puis les événements qui se sont passés ne se passent pas. Fait que là, rapidement, il change un peu son... Mais tu sais, au début, il veut comme tuer Mysterio, il veut tuer Banner, parce que Banner, c'était comme lui et ses enfants. Dans la mini-série de McNiven et... Ouais, c'est ça, de Miller. Et là, ce qui arrive, c'est ça. Là, il rencontre d'autres personnes. Tu sais, il rencontre Kate Bishop à la place de Hawkeye, parce que Hawkeye, c'était son partenaire dans la BD. Là, il cherche Hawkeye. Finalement, c'est Kate Bishop qui est là. Elle fait rencontrer Steve Rogers, mais Steve Rogers, rendu à ce moment-là, c'était le D-Power, Steve Rogers. Fait que c'est le vieux monsieur avec son costume de Shield. Puis là, il montre, tu sais, que Wolverine, le vrai, entre guillemets, est pogné dans l'espèce de bloc d'adamantium où il est mort, tu sais. Ouais, entre guillemets. Fait que là, il est comme, OK, je sais pas ce qui se passe, mais là... J'ai pas vécu ça, moi, fait que c'est ça, puis... fait que là, tu sais, tranquillement, il accepte que, OK, ben, il retourne dans les X-Men, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il y a une histoire où il va voir la fille qui va devenir sa femme dans le futur, mais dans son univers, pour essayer juste de voir si elle va être correcte, évidemment, où est-ce qu'elle habite. Il y a Lady Deathstrike qui arrive puis qui veut tuer Logan, fait qu'elle tue tout le village, en tout cas. Puis là, il y a une affaire avec Jubilee, puis Dracula, puis en tout cas, il se passe beaucoup d'affaires. Puis ça, c'est dans la première partie avec Jeff Lemire, mais c'est ça, c'est que
tout ça est excellent, puis l'art est magnifique. Après, on tombe avec Ed Brisson, puis la première histoire est dessinée par Mike Deodato. Et c'est vraiment... C'est un autre genre, ça. C'est pas du tout on n'est pas du tout à la même place. Non, mais parce qu'on venait de lire We Are Not Robot. Puis c'est vraiment le même genre de dessin pour Mike Deodato, le même layout, tout ça. Puis ça marche vraiment bien. Puis la première histoire, c'est qu'il y a le Maestro, qui est le Hulk d'un autre univers qui est méchant, qui a réussi à pogner toutes les... Il s'est promené dans la dimension du Old Man Logan pour ramasser toutes les Hulk qui restaient. Puis là, il s'en vient dans 616 pour qu'ensemble, ils détruisent la planète. Puis là, Wolverine, il faut qu'il deal avec ça. Il y a bien des affaires. Puis l'affaire que, au début, j'étais comme un peu déçu, c'est qu'arrivé à 50, c'est pas la fin. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a la fin du cycle du personnage ou pas du tout? Il n'y a pas de conclusion? Il y a une conclusion, mais c'est dans une autre c'est une série de 12 numéros qui s'appelle Dead Man Logan. Ah oui. Et là, c'est encore par le même auteur, mais d'autres dessinateurs. Et là, il reprend son plan de « Je veux tuer Mysterio parce que c'est à cause de lui que j'ai tué tous les X-Men. » Puis finalement, là, Mysterio, rendu là, lui, il veut rien savoir, mais il se fait comme courtiser par Miss Sinister et la fille de Red Skull pour finalement essayer de faire le plan, mais là, ça marche pas. En tout cas, il arrive tellement d'affaires, mais la série, en tant que telle, est très solide. Je dirais que j'ai eu du fun pas mal tout le long. Jeff Lemire, c'était meilleur. Ed Brisson, c'était bien, mais pas pour toutes. Puis au final, j'ai eu des émotions quand même à la fin. Okay. Il y a vraiment une finale pour le personnage. Puis c'est ça. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu n'as pas besoin de lire tout alentour pour comprendre. Tu comprends que oui, il est dans d'autres titres comme les X-Men, mais ça vient pas jouer sur le titre de Wolverine. Puis souvent, Wolverine, c'est ça. Là, entre deux missions avec les X-Men, il s'en va au Canada. Il y a bien du temps libre, là, Wolverine. C'est pour un gars qui a l'air slacker, il est très multitâche. Il y a des side projects. Il y a des side projects en maudit. Puis, il y a aussi dans Dead Man Logan, il y a un numéro où il rencontre Wolverine qui est revenu. Donc là, à cause de ça, j'ai commencé à lire le retour de Wolverine parce que là, je vais me rendre où ce que je suis rendu dans cette série. En tout cas, c'est ça. J'ai bien aimé ça. Puis je trouvais ça le fun de lire 2 BD de Jeff Lemire un peu en même temps parce que là, j'ai lu Moon Knight aussi. C'est ça. Fait que checkez ça. Tu me permets aussi, Simon, pour les gens à la maison, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu viens de dire. La première apparition du Old Man Logan qui a fait le saut dans l'univers consensuel de Marvel, le 616, ça a été publié au début des années 2000. C'était Miller et McNiven. C'était une mini-série, ça se passait dans un futur dystopique, donc ça ne suivait pas la timeline normale du 616. Il y a eu les événements Secret War qui l'ont amené dans notre univers à nous. À peu près en 2015. 2015, à peu près, il y a environ 5... Attends, mais on est où, là? Il y a 7 ans de ça. Ça vient comme on ne sait plus. Hein? Puis il y a eu donc sa mini-série dans notre univers à nous, le 616, puis là, c'est la conclusion de son cycle. Exact. Yep, parfait, OK, juste pour être certain. Bon, mais là, tu m'as donné le goût de le lire. Hein? Puis c'est le fun, parce que c'est rare qu'on voit un début puis une fin à un personnage. Même si c'est Wolverine, il y a comme... beaucoup d'histoires avant, mais pour ce personnage-là, il y a une conclusion, puis ça fait du bien de voir ça. Est-ce que tu vas lire aussi les Old Men Peter Quill puis Old Men Hawkeye qui, eux autres, sont dans l'univers de Old Man Logan, ou tu vas... Oui, probablement. Surtout parce que j'ai entendu bien des bonnes choses pour Old Man Quill. Fait que je suis vraiment curieux. Puis, c'est le fun aussi de voir cet univers-là, mais dans le cosmique. Je me demande comment ça joue. T'sais. Comment ça a évolué, comment ça vieillit. Fait que, je vais me mettre là-dessus. Super. Hey, je vais peut-être le lire. J'ai une petite nouvelle inusité quand même. C'est rare qu'on voit ce genre d'annonce-là avoir lieu dans l'univers, disons, du divertissement américain. Il y a le site de Rap qui rapporte que le compositeur de The Batman, Michael Giacchino,
Giacchino, a été engagé pour réaliser un projet secret pour Disney+, qui serait, selon la rumeur, un spécial d'Halloween pour la plateforme de diffusion de Disney+. Donc, si on se base sur les rumeurs, mais alors rien n'est confirmé pour l'instant, le projet serait basé sur un comic book ou une série de comic book intitulée Werewolf by Night. On ne sait pas si c'est un film d'animation ou c'est un film, ou plutôt un film live action, donc avec des vrais acteurs. Et dans l'univers des comic books de Marvel, il y a eu 2 séries qui s'appellent Werewolf by Night, une qui est sortie en 2020 et une qui a eu un long passé dans l'historique de Marvel, lancée en 1972, qui a amené le personnage de Jack Russell, qui est un personnage qui pouvait se transformer en genre de loup-garou. Et dans cette série-là, d'ailleurs, on a eu comme le lancement de Moon Knight. Donc, on fait un pont avec notre sujet en fin d'émission aujourd'hui. Et ça mettra en vedette un acteur mexicain du nom de Gael Garcia Bernal, qu'on a vu entre autres dans Coco. Super bon acteur. Et Michael Giacchino, le compositeur de Batman, il a aussi fait la trame sonore pour Lost. Il a fait celle de Doctor Strange, les 3 Spider-Man et le futur film de Taika Waititi, Thor Love and Thunder. Et il a déjà réalisé aussi des courts-métrages. Donc oui, c'est son premier long projet, ou plutôt projet à longue durée, mais il a fait, entre autres, Monster Challenge avec Patton Oswalt et un épisode de Star Trek Short Trek qui était des petits courts épisodes qu'on mettait entre les saisons pour faire patienter les fans. Le projet n'a pas de date de sortie, mais on s'imagine que si c'est un spécial d'Halloween, ça va sortir d'ici 2022. C'est un très bon compositeur, donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a à faire en termes de type de réalisation. Mais là, ce cas-là, s'il est bon, il a tous les talents. Il fait chier. Hein? Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, la musique, on en parle souvent dans ces genres de grandes productions-là où, tu sais, ça prend beaucoup de place, mais de passer de compositeur à producer ou réalisateur. C'est quand même un parcours qui est inusité. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est peut-être déjà arrivé par le passé, mais d'un projet aussi important. Tu sais, on s'entend que Marvel, c'est pas une petite institution. Disney, c'est pas une petite compagnie. Les gens lui font confiance. Puis il a fait ses preuves, bien sûr, en musique, mais quand on saute dans un autre milieu, des fois, l'étiquette qu'on avait dans le milieu précédent nous suit, ça nous nuit. Tu sais, combien de fois, mettons, un humoriste passe en tant qu'acteur, puis Dieu sait qu'il y en a des humoristes qui ne sont pas des bons acteurs, mais il y en a qui se débrouillent très, très bien. Regardez dans la culture anglo-saxonne ou du côté des États-Unis, ça arrive souvent que des humoristes finissent acteurs, puis que finalement, les résultats très bien. Mais il y a tout le temps l'étiquette initiale un peu... on sourcille, on se dit « Ah ouais, est-ce que cette personne-là a la job pour, entre guillemets ici, les bonnes raisons? » Moi, je trouve que là, c'est un parcours intéressant. Compositeur à réalisateur. Il y a sûrement des liens à faire. Je ne sais pas s'il réalise avec la musique en tête. Il va certainement se faire poser la question. Qu'est-ce que tu as de ton côté, Marilyn? J'aurais pas de penser à Gaël Garcia Bernal, mais c'est lui qui t'a dit que c'est mon ancien Jason Momoa. Ah oui, il s'est fait détrôner. Oui, mais c'est un petit Mexicain aux yeux bleus. Ah oui, c'est vrai, le papa de ton fils. De mon enfant, un peu... un petit Mexicain T'as aux un yeux type? bleus. Aussi. Oui. Mais moi, j'ai des nouvelles de bateaux. De bateaux? De la culture populaire, oui. C'est le Blue Nose? Presque. Dans les... Blue Nose. Encore. C'est Endurance. C'est un bateau qui a coulé et disparu en 1915. Donc, c'est le bateau de Sir Ernest Shackleton. C'est un vrai nom. J'étais comme, on dirait un nom de Disney ou de... On dirait le nom d'un méchant dans Disney, là. Oui, là, je suis comme si il tombe d'un ravin à la fin dans la brume pour pas qu'on voit qu'il meurt, là, mais il est mort. J'étais comme, ce nom-là, un monocle, mais il existait pour de vrai. Sir Ernest Shackleton. Ce nom-là, il vient avec un monocle. On donne un monocle au bébé quand il naît. Oh! Et de la graisse à moustache. C'est un bateau qui est disparu dans... ça s'appelle le Weddell Sea. C'est une partie de l'océan Atlantique qui est de 2,8 millions de kilomètres. C'est proche de l'Antarctique. En fait, c'est quand l'océan Atlantique touche l'Antarctique, ça fait comme un creux et ça s'appelle Weddell Sea. Et en 1915, en octobre, il s'est pris dans la glace. Et en novembre, le bateau a coulé. Donc, les passagers, qui étaient 29 en tout, comptant M. Shackleton, sont restés pendant un mois pris dans la glace sur le bateau et ils ont tous survécu. Ils ont survécu? Oui, parce qu'ils ont réussi à se rendre sur la glace
en Antarctique. Et en fait, ce qu'il allait faire là, c'était un voyage en Antarctique. Et il y avait déjà des gens qui étaient là, qui avaient des cabanes et tout ça, qui faisaient des recherches. Donc, ils ont réussi à atteindre ce point-là, là où ils se rendaient. Et ils ont tous survécu. L'équipage a tout survécu, mais le bateau a coulé. Et il y a des gens qui se demandaient, donc c'était comme un genre de trésor, c'était comme une genre de mission pour les gens de retrouver ce bateau-là parce que les gens ne se souvenaient plus où est-ce qu'il était, il a pu dériver, tout ça. Et ils l'ont retrouvé la semaine dernière. Ben oui, j'ai vu ça donc, passer. c'est un gros vestige. C'est une équipe de recherchistes, donc il y a des archéologues marins, des ingénieurs, des techniciens, une équipe pour filmer aussi, qui s'appelle Endurance 22, qui ont fait une épopée de 35 jours et qui l'ont retrouvé à 3800 mètres de profondeur. Puis très bien conservé, hein, si je me fie aux images que j'ai vues. Excessivement bien conservé. Il était mieux conservé que le Titanic et ils l'ont filmé en 4K. Oui, Simon? Est-ce qu'ils ont trouvé aussi un requin préhistorique géant, un mégalodon? Il y a beaucoup de jokes de mégalodons qui sont comme, là, spoiler alert, si on trouve un mégalodon, si on a trouvé un, watch out. On ne dit pas à Jake si c'est le cas, là, OK? Parce que, il va jamais se passe. Mais ça se peut qu'il y ait peut-être des requins dans le film. Je ne l'ai pas regardé au complet. Donc, on pourrait l'écouter et dire à Jake s'il y a des requins ou pas, et à tout le monde qui peut-être n'aime pas les gros poissons et les grosses dents. Donc, si vous allez sur Endurance 22, sur Endurance 22, ils ont un site Internet, ils parlent de la mission, ils parlent de l'histoire du bateau et il y a aussi, ils ont filmé leur recherche, ils filment quand ils trouvent le bateau et quand ils le ressortent. Est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on voit leur réaction quand ils découvrent le bateau? Oui, puis on les voit, il y a des gens à la surface, quand ils trouvent, ils réalisent qu'ils l'ont trouvé, là, ils capotent. Puis, c'est des scientifiques, il y en a qui ont passé des années là-dessus, c'est leur projet. Il y en a qui, depuis qu'ils sont petits, ils rêvent à ça. C'est comme marcher sur la Lune pour eux autres. Là. Ils ont travaillé vraiment fort, ils ont rassemblé des grosses équipes. C'est pas la première équipe à chercher aussi. Donc, il y a d'autres gens qui ont cherché, qui ont été contactés pour ça aussi, pour ramasser toutes leurs informations ensemble. Les scientifiques font beaucoup ça, là, de mettre leur cerveau ensemble, même s'ils viennent de pays ou d'équipes différentes, de mettre toutes leurs informations ensemble pour trouver ça. Donc, vous pouvez aller regarder le footage et je crois que ça va se finir dans un musée. On va pouvoir avoir accès à ça. Je trouve ça vraiment très, très cool. Ouais, c'est nice. Ça fait du bien, des fois, des bonnes petites nouvelles. Tant mieux pour eux autres. Simon? Une autre bonne nouvelle de bateau qui a coulé, c'est le bateau plein de chars de luxe qui est tombé dans... Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'écologie. Ouais. Pas pour l'écologie, mais je sais pas. Il y a une gang de dude bro qui n'auront pas leur char. C'est ça. Il y a une partie de moi qui est bien content qu'il y ait moins de chars. Bon, ben, les Blu-ray, guys. Hey, attends, juste avoir un genre de flash de dans 200 ans, il y a une équipe qui va... partir à la recherche de ces voitures-là. Puis là, mettons, tu vois le Jaguar. la caméra souterraine, sous-marine, qui découvre une des bagnoles, coupe à l'équipe de scientifiques Dude Bro, des casquettes à l'envers, puis des colliers de perles, là, ou des colliers, je sais pas, des maudits colliers de Dude Bro. Ouais, c'est ça. Ils sont « Oh, man! » Puis ils se font des tapes. Génial. Wow. Je vais financer ça. oui, c'est ça. C'est comme la suite de l'Idiocratie, un peu. Ouais. C'est un spin-off. Dans cet univers-là. Dans le même univers. Qui est le nôtre. Voici les sorties Blu-ray de la semaine, guys. Le film Monster from Green Hell de 1957. Donc, si vous aimez vos vieux films de monstres en noir et blanc, il y a ça qui sort. Voici le Google Translate. Une expédition scientifique en Afrique enquête sur les guêpes qui ont été exposées aux radiations et mutées en monstres géants et tueurs. Donc, voilà. C'est-tu les Killer Hornets qu'on a vus il y a 2 ans? Ben, peut-être. Mais c'était en 57, fait qu'il était pas mal à l'avance. Mais c'est ça, si vous aimez ça, il y a beaucoup de bonus. Là. T'as pas l'air convaincu sur celle-là. Ben, tu sais, c'est ça. Faut que t'aimes ça. Puis j'aime ça, mais je suis pas sûr que je payerais super cher pour ça. Mais il y a 2 versions du film, la version widescreen et la version 4.3. Ah ouais, c'est tombé bizarre, ça. Hey, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont des vieilles TV encore. J'imagine. Puis un
un documentaire sur l'acteur principal qui est Jim Davis, qui parle d'une espèce de rétrospective. Fait que voilà. Un autre film, c'est Dream a Little Dream de 1989 dans la Vestron Collector Series. C'est avec Corey Feldman et Corey Haim, ainsi que Piper Laurie et Meredith Salinger et Henry Dean Stanton. C'est un genre de film de body swap, là, comme un jeune qui se retrouve dans le corps d'un vieux, je pense. Mais voici, Google Translate, c'est Bobby a tout ce qu'un jeune homme devrait. That's it. Un bon copain, une petite amie et des parents qui l'aiment. Lorsque le couple le plus âgé de la rue tente une expérience transcendantale pour prolonger leur vie, ils se retrouvent littéralement piégés dans le corps de l'adolescent. OK, c'est lié à genre des projections astrales puis ces affaires-là. Je sais pas, mais c'est ça. Il y a une entrevue avec Corey Feldman dans les affaires, là, puis je sais pas si vous avez vu, mais il a sorti un nouveau clip là, qui se prend encore pour Michael Jackson. Je sais pas, ça me démoralise tout le temps quand je vois ces vidéoclips. Ouais, c'est très triste. Prochain film, c'est un film qui s'appelle Contraband, ou son titre italien Lucia il Contrabandiere. Qui sort le Blu-ray et le CD. Donc, vous avez la trame sonore par Fabio Frisi. Et c'est un film réalisé par Lucio Fulci, mais qui n'est pas un film d'horreur, c'est un film policier. Donc, c'est intriguant. Mettant en vedette Fabio Testi. J'adore son nom. Oui, on avait focusé à un moment donné là-dessus, je pense, pendant vraiment trop longtemps. T'étais devenu un peu fâché là, qu'on te coupe pour faire des jokes de testicules. Ben, écoute, là, tu vois, ça me tente. Ouais. Ben, tu vois, là, je suis pas dedans. Ben, c'est ça. Comme ça que c'est fait. Des fois, on n'est pas tous à la même place. Non, ça dépend. C'est ça. C'est un film de 80 et ça sort sur une compagnie qui s'appelle Cold Drawn Films, donc Chaudron. L'affaire, c'est que dans la liste, c'est un de ceux qui me tente le plus, mais la seule place que je les vois en vente, c'est sur leur site. Et, tu sais, genre avec le taux de change et le shipping, ça revient beaucoup trop cher pour un film. Ouais. Fait que, on va attendre un peu. Je sais qu'un autre film qui ont sorti, Cold Run Film, c'était American Rickshaw. Et lui, à un moment donné, il est apparu sur Amazon, puis il était pas si cher. Fait que, bon, si vous pouvez pas attendre, allez-y, mais des chances qu'à un moment donné, vous le trouvez. Voici le Google Translate. Naples, Italie, donc Naples. Oui. Naples. Un trafiquant de cigarettes idéaliste, Luca, rencontre des problèmes lorsqu'un gangster sadique de trafic de drogue de France décide de se frayer un chemin dans les opérations. Alors qu'il essaie d'éliminer la concurrence, l'enfer se déchaîne et les corps commencent à s'empiler. Luca s'associe à des contrebandiers rivaux et la mafia locale pour contrer le jeu de pouvoir, ce qui ne fait qu'augmenter le nombre de corps jusqu'à la fin explosive de la poudre à canon et des tripes. Bon. OK. C'est Lucio Fulci, peut-être qu'il va y avoir des tripes. On va voir des tripes. Sûrement. Très rouge. Ouais. Puis faites attention à vos yeux. C'est ça. Il aime ça, les couleurs saturées. Hein, non, mais Lucio Fulci, il aime ça péter des yeux. Ah oui, c'est son trip. Hein? Ouais. On les voit habituellement, ça se peut-tu? Oui, des affaires rentrées. Qui rentrent dans les yeux. Tout. Il y a peut-être un trip de yeux comme quand Quentin Tarantino a un trip de pied. Peut-être. Mais effectivement, vous n'aimez pas la violence contre les yeux. Lucio Fulci, ce n'est pas l'homme pour vous. Donc, il est en anglais et en italien. Et c'est ça. Vous avez pas mal d'affaires, pas mal de bonus aussi, des entrevues avec les acteurs de l'époque, puis des experts en film de Lucio Fulci. Donc, voilà. Aussi, mentionner qu'en 4K, il y a The Sword and the Sorcerer qui sort cette semaine chez Shout Factory. C'est un film de Sandal et épée d'Albert Pyun. Et il y a American Werewolf in London de Arrow Video qui sort en version 4K. Et la grosse sortie 4K, et là, je l'ai gardé à la fin parce que je l'ai. Oh, shit! C'est le film Phenomena, un Dario Argento avec Jennifer Connelly. Qui sort chez Synapse avec Film. Jennifer Connelly. Oui. La fille de Labyrinthe. Ben oui. La fille de Labyrinthe, oui. Il y a Donald Pleasance aussi là-dedans et un singe.
Moi, je pense que c'est mon Dario Argento préféré parce qu'il est tellement wacky, puis il y a comme du métal qui joue à des places qui n'a pas rapport. C'est ça, il y a un singe, il y a des mouches qui contrôlent la direction dans laquelle Jennifer Connelly s'en va pour trouver une maison où il y a eu un meurtre. En tout cas, c'est fucked up. J'ai le Google Translate. La jeune Jennifer Corvino, jouée par l'actrice oscarisée Jennifer Connelly, est envoyée dans une académie suisse privée pour filles où un tueur vicieux est en liberté. Jennifer a la capacité unique de communiquer par télépathie avec les insectes et un entomologiste, le docteur John McGregor, qui est Donald Pleasance, fait appel à son aide pour localiser le meurtrier. Au fur et à mesure que le mystère se dévoile, il se retrouve dans un étrange complot de meurtre avec des asticots, des mutants et des chimpanzés armés de rasoirs. Tabarnouche! Jennifer pourra-t-elle découvrir l'identité du tueur avant de devenir elle-même une victime? C'est ça, il y a 3 versions du film, la version italienne, la version américaine et la version internationale. Et ils ont toutes une longueur différente, fait que, tu sais, c'est ça. Puis, très belle édition, je suis très content, c'est juste que j'attends encore que je trouve un PlayStation 5 pour avoir un lecteur 4K. Bonne chance. Je passais à côté de quelques minutes la dernière fois, il venait d'être sold out. Eh ben... Pas facile, pas facile. Non, fait que voilà, c'était ma chronique Blu-ray de la semaine. Hey, Jennifer Connelly, Donald Pleasance et un singe rentrent dans un bar. Je l'écouterais, moi, ce film. Oui, c'est ça. Hey, moi, je vais vous parler de The Mistress of Darkness. Vous savez, c'est qui, The Mistress of Darkness? Ben, Elvira. Elvira, ben oui. Et qui revient, pas sous forme de POG, le fait pas de joke, là, c'est rendu vieux, ce joke-là. Vendredi dernier, le réalisateur et compositeur Rob Zombie qui a dévoilé sur son compte Instagram une photo de Cassandra Peterson, qui est alias Elvira, parce qu'elle fait partie de son nouveau film de The Moonsters, M-U-N, qui est en fait un film basé sur un sitcom des années 60 qui met en scène une famille d'Américains, mais d'origine transylvanienne, très, très librement inspirée des Monsters de la Universal. Et Peterson joue dans la refonte, en fait, dans le nouveau film, Barbara Carr, qui est l'agente d'immeuble numéro 1 de Mockingbird Heights, où les événements du film et de la série se déroulaient. Pour les gens qui ne connaissent pas Elvira, on en a souvent parlé à l'émission. Yoann l'a interviewé il y a plusieurs années de ça dans un Comic-Con. On pensait que ses yeux allaient sortir de sa tête. Mais Cassandra Peterson incarne Elvira depuis les années 80. Elle animait une série qui s'appelait Elvira's Movie Macabre, où elle faisait des interventions durant les pauses entre des films de science-fiction, de série B. Elle faisait des commentaires un petit peu contre le film. Elle riait aussi d'elle-même. C'est un personnage qui est très méta. On l'aime beaucoup. Puis sa popularité a engendré des produits dérivés des films, dont un film en 1988, Elvira, Mistress of Darkness. Elle a fait un retour en 2014 sur Hulu, qui est la plateforme américaine de streaming. Et en 2021, Simon, tu vas pouvoir m'aiguiller là-dessus. Elle a fait Elvira's 40th Anniversary Very Scary, Very Special sur Shudder. Donc, elle animait, hein, c'est ça? Oui. Mais est-ce qu'il est encore disponible ou c'était juste le temps que ça jouait? Je me souviens pas. Je pense que je ne l'ai même pas vu. OK. C'est une bonne question. Puis je sais qu'elle faisait aussi des intros pour Netflix l'année passée. Mais je sais pas. Je pense que c'était juste sur leur YouTube, mais je suis pas sûr. OK. Je l'ai pas vu en tout cas sur Elle a sorti sa biographie l'année passée. L'année passée, on a oui, c'est appris ça. qu'elle est gay. Oui, c'est ça. Depuis, elle est en couple depuis très, très, très longtemps. Donc, bonne nouvelle. C'est sûr qu'elle n'incarne pas son personnage Elvira dans le film. C'est très spécial de la voir là, parce qu'elle a son look, disons, plus, j'allais dire, humain. Elle est comme un vampire, Elvira. C'est pas clair ce qu'elle est, sorcière, une goule ou whatever. Mais elle porte un genre d'habit, style années 50, années 60, rose, avec ses cheveux qui sont pas noirs, ses cheveux naturels. Donc, ça va sortir prochainement. Le film, d'ailleurs, Rob Zombie a pris le temps d'annoncer que c'était général. The Monster, c'est une comédie. Ouais. Ça va être destiné à la famille. Pas question que Crescent Moon, sa femme, tue du monde. Des clowns? Je sais pas s'il y a des clowns, mais ça sera pas un film d'horreur. Ça sera pas un 1000 Corpse. Là. C'est pas ça. Là. Non, c'est beaucoup plus Famille Adams. Ouais, c'est un peu, oui, c'est très Famille Adams. On n'est pas loin. Donc, Elvira,
ou plutôt Cassandra Peterson dans le film de Moonsters de Rob Zombie pour l'année prochaine. Marilyn, je m'inquiète, Laurent n'est pas là. J'espère qu'il n'est pas arrivé de quelque chose. Peut-être il marche moins vite. Il y a la glace dehors. Il fait attention. Ah, peut-être qu'il fait attention. Il ne faut pas qu'il se casse le cou. Il y a un nouveau film d'animation Pixar Disney qui est sorti, que je n'ai pas encore vu, mais je suis très curieuse, qui s'appelle Turning Red. Mm-hmm. Et ça fait beaucoup parler en ce moment. Donc, c'est un film d'animation Pixar avec des animaux et avec des jeunes gens. Et c'est sûr que je vais brailler, là, pour je ne sais pas quelle raison. Un Pixar qui fait brailler. Ben voyons donc. C'est un film canadien et chinois parce que c'est écrit et ça compte l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui est Chinese Canadian et ça a été écrit par une femme chinoise de Toronto, Damichi, qui a fait le court-métrage qui était vraiment très, très cute, qui passait avant certains films Pixar, qui étaient sur un dumpling. Je sais pas si attends, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était sur un dumpling? L'histoire se passe? C'était l'histoire d'un jeune homme qui se transformait en dumpling. Ah. Mais c'était très touchant. Il n'y avait même pas de parole. C'était vraiment très, très, très touchant. C'est sûr qu'il n'y a pas de parole, c'est un dumpling. Oui, mais moi, j'aime beaucoup les courts-métrages de Pixar qui n'ont pas besoin de dialogue, qui n'ont pas besoin de contexte. C'est comme le petit monsieur qui joue aux échecs, tout ça, là, ça vient vraiment me chercher. C'est comme les gags juste pour rire, mais version Pixar. Non. Non. Non, je refuse. Donc, c'est un film d'animation qui se passe à Toronto en 2002. Et c'est une petite fille de 13 ans qui s'appelle May. Et c'est un coming of age. Donc, c'est la petite fille qui parle de sa famille, qui parle de ses racines chinoises, qui parle d'être canadienne et qui passe à travers la puberté. Donc, c'est pas nécessairement pour les enfants de 5-6 ans. C'est peut-être plus vieux parce qu'il y a pas vraiment de l'éveil sexuel, mais on parle peut-être de des crushs, des trucs comme ça. Et on parle de règles, parce que c'est une petite fille, et on parle d'être une petite fille de 13 ans. Apparemment, et ce qui se passe, c'est qu'elle se transforme en panda roux. Je pense que Ben... Je m'en dis Bastien. Ben. C'est moi, Bastien. Marilyn, c'est ma mère. Je pense que tu aimes beaucoup les pandas roux. Et donc, elle se transforme en panda roux géant. Ils sont super cute, mais ils vont te bouffer à la face. Là, mais... Ils sont tous cute. Ils sont cute, mais ils vont te bouffer à la face pareil. Et donc, et à chaque fois qu'elle a des émotions fortes, c'est un peu comme dans Kim et Clip. Au lieu de grossir, elle devient un panda roux géant. Oh my God, j'avais oublié Kimmy Clip. Ça, c'est la poupée avec des genres de puces dans un de ses pieds, là, puis elle grossissait. Oh my God. C'est beaucoup trop injuste, puis elle devient gros. Ça, c'était la tour. Les gens qui sont pas au courant, c'était une mini-émission quand on était jeune qui passait entre d'autres comiques ou d'autres émissions, puis ça faisait un petit peu peur. Oui, pour aucune raison. Un petit peur. Donc, c'est un film qui a vraiment... je trouve que les bases sont intéressantes de parler justement des Asiatiques qui vivent au Canada parce qu'il y en a énormément de gens qui ont immigré ici. Et là, elle n'est pas de première génération. Je pense qu'elle est de troisième, quatrième génération. Donc, ça parle quand même de ses parents, ce qu'ils ont vécu quand ils sont arrivés ici, ses grands-parents, comment ils s'adaptent, tout ça. Mais ça parle aussi d'une petite fille qui est un personnage principal et de la puberté. Et ça parle... de justement comment tu deviens. Tu sais, 13 ans, c'est un âge vraiment spécial. Hein, c'est vraiment de l'enfance à l'adolescence. On dirait que la pré-adolescence, on en parle moins. C'est un moment vraiment flou, même en tant que parent. Mon fils a 14 ans. Le 11, 12, 13, 14 ans, c'est quand même weird. Tu sais, c'est plus un enfant, c'est pas un jeune adulte, c'est pas un adolescent qui va aller partir. C'est un peu déstabilisant. C'est une pré-évolution de Pokémon. Oui. Le film a fait 3,8 millions au box-office à sa première sortie. Il est aussi disponible en ligne, je crois. Je ne sais pas s'il est disponible également en ligne. J'ai oublié de regarder. Les critiques sont excellentes. Par contre, il y a des gens fâchés. Il y a des parents qui ne sont pas contents parce que c'est vraiment nécessaire. Non, mais en tant que parent, on a le droit de savoir ce que nos enfants regardent ou pas et de filtrer. Donc, peut-être que pour un enfant de 5-6 ans, justement, c'est pas... c'est quoi la critique? La critique, c'est que les gens sont tombés dessus ou c'est que le film n'est pas fait pour des enfants? Il est sur Disney+. Il est sur Disney+, merci. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé que ça parle de règles. Ben, écoutez, des enfants plus jeunes parce que c'est tabou. Parce que c'est tabou. Et
Il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit qu'il n'y a pas dans le personnage et que ça ne s'adressait pas à eux. Moi, j'aimerais demander si les gens trouvaient qu'ils s'identifiaient à Nemo, qui est un poisson, ou à Cars, qui est une auto. Mais d'accord. Ouais. Hey, moi, quand Bumbo le jouait à la TV, j'étais en tabarnak. Je suis pas un auto, moi. Pas une auto. Je suis pas un jouet cowboy ou un astronaute. Ça ne s'adresse pas à moi. Je suis fâchée. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, si t'es une petite fille avec des origines asiatiques au Canada, je pense que ça te parle. Là. Ça te parle, oui. Il y en a beaucoup. Tu sais, il faut. C'est le fun que ça parle à d'autres mondes, pas juste à. Oui, c'est de la présentation et dans l'équipe. Et dans en parlant d'équipe, Laurent est là. En parlant d'équipe. Moi, ça me parle. Bon, Laurent, salut Laurent. Salut. Et dans le crew, il y a beaucoup, c'est majoritairement des femmes et c'est majoritairement des femmes asiatiques. Donc, je trouve ça vraiment cool. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé avoir beaucoup de représentation. Et si c'est pas pour vous ou si c'est pas ce que vous voulez que vos enfants regardent, c'est très correct. Allez-y pas. Il y a beaucoup. Il y a énormément beaucoup d'autres. Bien franchement, là, je pense qu'on devrait prendre une résolution là, parce que je pense pas que ces gens-là écoutent les mystérieux. Je pense que ces gens-là, je sais, regarde, tout n'est pas adressé à toi, puis c'est comme, c'est correct. C'est très correct, mais peut-être qu'il y a des gens, moi je pense que je vais sûrement l'écouter, même si je ne suis pas une jeune fille asiatique à Toronto. Moi non plus. Il y a un panda roux géant. En parlant de panda roux géant, c'est ça. Moi, j'adore les pandas roux. Et c'est sûr que je vois ça cute. C'est un coming of age. C'est une petite fille qui vit des choses. C'est un enfant qui vit des choses. Je vais trouver, c'est la famille. Je vais trouver ça cute. Donc, je pense que les gens peuvent trouver leur compte. Et si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'aller écrire une critique sur Internet après. Non. Ça coûte $0 de ne pas aller critiquer sur Internet parce que ça ne vous concernait pas. Tu sais, ce qui me fait capoter, c'est que c'est même pas une critique par rapport au... Je trouve que scénaristiquement... Non, c'est juste... Non, c'est pas adressé à moi. Mais... Je pense que Criminal Minds ne s'adresse pas à tout le monde non plus, puis c'est correct. Tu sais, ouais. Whatever. Ben, c'est de quoi qu'on voit de plus en plus apparaître là, ces temps-ci, tu sais, avec, je sais pas, qu'il y avait un personnage gay chez DC, puis là, tu sais, c'est comme des dudes, on va se le dire, là, c'est majoritairement des dudes c'est de tout, man, c'est de qui tout. sont fâchés que toutes les histoires aient plus à leur sujet, tu sais. Là, il y a un groupe de mères là, qui est fâché contre Disney à cause qu'il va avoir Daredevil. Puis, sur Disney, ben oui. C'est ça. Oui, mais il y a un contrôle parental. Ben oui. Mais là, attends, c'est parce qu'il faut qu'il fasse un effort. Là. Hey, c'est tellement facile maintenant, le contrôle parental. En fait, c'est plus tough l'enlever, je vais vous le dire. Parce que tu l'as fait une fois par accident ou quoi? Ben, il y a des choses que j'ai mis contrôle quand Massin était jeune, puis tu sais, comme sur l'Xbox, des affaires de même, je sais pas comment. Ah oui, non, ça peut être chiant. C'est quoi dans mon code? Toute ta vie, tu pourras pas. Mais oui, les parents peuvent aussi. Tu sais, t'as le droit. J'ai arrivé de faire écouter des choses à Bastien, puis pendant qu'on l'écoute, je fais oh. J'aurais peut-être pas dû. C'était peut-être pas super, mais c'est ma job. Ça arrive. Quoi? Pourquoi cette plateforme-là n'a pas pensé à toutes les éventualités? Voyons donc, c'est de leur faute. Tu sais, moi, je suis pas une petite fille qui est capable de communiquer avec les insectes, mais ça m'empêche pas d'aimer Phénoména. Yes. Exactement. Ben oui, c'est ça. Hey, la grenouille et la baleine. Moi, je suis pas une petite fille qui parle aux baleines, puis j'ai aimé ça. Moi, je veux de la flûte, pas capable. Je respire pas en dessous de l'eau, puis étonnamment, j'ai aimé ça. Moi, je chante super mal, fait que c'est là où j'ai relate à la grenouille et la baleine. Non, je t'ai entendu au karaoké chanter du Beyoncé. Fait que oui, c'est pas vrai. Quand est-ce que tu as entendu ça? Ça fait au moins 1000 ans qu'on a fait du karaoké. Oui. Au moins. Ah oui, c'est vrai, tu tripes sur Beyoncé, toi. Ouais, certainement. Oui, tu y vois un culte. C'est quoi ta tune préférée? Dans l'optique où j'ai souvent dit que je voudrais qu'elle soit la reine du monde, ouais, on peut dire que c'est effectivement un culte. Tu serais son fidèle ma tune sujet. préférée. Au karaoké, c'est souvent Naughty Girl que je chante parce que je trouve que ça me va bien. Mm-hmm. Mais après ça, la question est complexe. Il faudrait que je vais me partir un podcast adjacent là-dessus. Beyoncé chez Isidore. Yes. Ouais. Terre Beyoncé. Terre Beyoncé. Là, d'ailleurs, on va plugger que le 2e épisode de C'est quoi le Raptor, ton podcast sur les dinosaures, est disponible depuis ce week-end, je crois.
Oui, depuis que je me suis remis de ma brosse de vendredi, fait que samedi tard. Oui, c'est vrai, c'était la C'est ça. fête à un ami vendredi. Vous êtes tous allés dans un bar. J'ai vu des Ouais. images. Là. Mais j'ai oublié comment faire ça, boire. Ah oui! Ah, Ah Je ouais, suis comment partie ça? pas trop tard, moi, mais... Ouais, je suis pas parti longtemps après toi, mais c'était sûrement au moins une grosse 50 de plus après toi. Puis c'était celle-là trop, Efficace. c'est ça qui se passe. Wow. OK. Voilà, Fait c'est que, ça. Faut réapprendre des choses de la vie dont on avait perdu l'habitude. Oui. Celle-ci en était une. Bon. Ben, ça, c'est une bonne chose. Mais ouais, deuxième épisode en ligne. L'épisode fut enregistré près que j'étais le lendemain de veille, donc plus dynamique que cette Ok. journée-là. On parle du spinosaure et de carnosaure. Oui. Je sais pas c'est quoi, mais je te fais confiance. Ça doit être dans l'épisode, si tu le dis. Ah, je sais dans l'épisode. Oui. Moi, il faut que je achète une passe d'autobus. Ça existe encore? Oui. Selon les anciennes tablettes, ça se vend encore, les passes d'autobus. Mais Il faut aller aux mêmes places là, pour remplir la carte. Là. Ouais. Ils ont pas trouver un moyen de faire ça à la maison encore. tu peux t'abonner, là, une carte que tu peux remplir à la maison. Ah ouais? Il y avait un système, là, c'était vraiment... Il y avait un système, mais il fallait que tu achètes la machine qui te coûtait genre Il y a des 150 dettes qui le $ remplissent. pour Ah, autres, c'est là. ça. Fait que- Ouais, il y a des dépanneurs qui le font. C'est juste qu'il faut que tu sortes, là. Ouais. Hmm. Fait que le mieux, c'est toujours de te rendre à ta station de métro la plus proche. Ouais, j'ai Je le même sais bien. feeling. Il y a un code sur la carte, c'est lié à un système. Pourquoi on peut pas juste aller sur un site internet puis le remplir, ce code-là, puis c'est réglé? T'sais, Je vais faire semble. ricocher ta question envers vers la STM. C'est une excellente question. En tout cas, je vais pas dire que c'est un peu arriéré, mais ça l'est un peu. Bon. Vas-y donc, Laurent, as-tu des bonnes nouvelles, toi? T'avais-tu fini? Excuse-moi, Marilyn. Oui, oui. OK. Mais Laurent. Fait que moi, j'ai regardé un film de jeune fille de Port-de-Roue. J'ai haï ça. Il n'y avait rien pour moi, là. C'est ça, ma nouvelle. Ouais. Non, j'ai une nouvelle de Muppet. Yes, ça, tu vois, ça Nos me parle. chemises. Nos chemises sont Ça me parle. arrivées. Non, non, il Oui, n'y a pas de toutes nos chemise. chemises payées par le Patreon sont arrivées. Eh boy. Non, ça fait un bout de temps que... Bon, il y avait eu un nouveau show de Muppet il y a 1 an sur Disney+. Et depuis, c'était... on n'avait pas de nouvelles de qu'est-ce qui se passerait avec la franchise. On dirait que Disney ne savent jamais trop quoi faire. Ils sont comme, on va faire de quoi? Puis là, ça surfe entre deux zones, tu sais, trop adulte, trop jeunesse. Enfant, Là, tu sais, puis là, ils savent pas quoi faire. Mais là, Ils ont fait Haunted Mansion. oui, Muppets c'est vrai. Haunted Mansion, qui était correct. Hey, mais l'émission de Muppets, là, que c'est comme un genre de The Office, c'est excellent. Ça fait 7 ans que c'est terminé, par contre. Ah, shit. C'est ça. J'ai commencé à l'écouter Ah, mon cette Dieu, année. ça fait déjà 7 ans. Ben, Laurent t'habitais dans le quartier ici. T'habitais dans Villeray. Ah. Donc, c'était plus là depuis un bout, là. Bon, je suis en retard, mais c'était full bon. Ça va vite. Ça va Oui, vite. qu'on a du plaisir. J'ai écouté un épisode des Simpsons cette semaine, Mhm. dans lequel Homer il disait qu'il avait 36 ans. Oui, je sais. Oui, oui, je sais. J'étais Oui. pas prêt à ce qu'Homer soit plus jeune que moi. Ouais. J'étais pas prêt. Ouais. Donc, les Muppets, on a annoncé cette semaine que Disney Plus a donné le go à une nouvelle mini-série qui s'appellerait The Muppets Mayhem et qui suivrait le groupe maison du groupe, c'est-à-dire Dr. Teeth and the Electric Mayhem, qui tenterait d'enregistrer leur premier album. Fait que la mini-série serait composée alentour de tout ça. Là. Si jamais, bon, il y a Animal là-dedans au drum, mais il y a tout le house Janice. band. Là, ça me parle. Janice, Ouais. Floyd et tout. Ouais. Puis je suis vraiment intrigué de ça. Ils n'ont jamais eu le spotlight tant que ça. Ils ont tout le temps Non. été un bon supporting cast, mais ils n'ont jamais eu le spotlight, le Electric Mayhem. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va faire. Il va y C'est, avoir un caméo de Dave Grohl. Sûrement. Il est bon, André Grohl, hein, Marilyn? Probablement. Il y en avait Je déjà joue pas un les dans Foo le... Fighters, là, mais... Ah, c'est vrai, il a fait un genre de duo avec Animals. Bon, Oui. voilà. Ouais. Ouais. Ben, en fait, il faisait aussi dans le Muppet de 2011, il faisait il y avait un band de méchants Muppets qui s'appelait les Muppets. Oui. Et il y avait le rôle du Animal dans ce band-là. Wow. Ok, c'est un peu drôle, ok. Oui, c'était quand même Alors, drôle. ouais. Puis tu sais, le rôle, là, on s'entend qu'il était juste là, puis qu'il y avait une phase de Dave Grohl, puis pour qu'on puisse faire « Ah, c'est Dave Grohl! » C'est drôle.
La What? série va être écrite, développée et executive produce. Je sais pas comment traduire ça. Produit de manière exécutive. Oui, c'est ça. Par un gars qui s'appelle Adam Goldberg. Bon, j'ai essayé de voir c'était qui. Il y a un acteur qui s'appelle de même qui joue dans Saving Private Ryan puis dans plein d'autres affaires. J'ai pas catché si c'était le même dude. C'est aussi le nom du partner de production de Seth Rogen. Ah, ben c'est peut-être lui. Mm. On dirait que ça fait de plus. Ouais. Puis il y a une fille qui est liée au projet qui s'appelle Lily Singh, qu'elle aussi j'ai essayé de catcher. C'était qui? Ça a l'air d'une YouTubeuse canadienne qu'on a pu voir dans Bad Moms et dans le remake de Fahrenheit 451, mais qui avait pas l'air d'avoir des gros rôles, puis qui va jouer l'espèce de représentant de la maison de disques qui va essayer de guider le band chaotique vers son album. C'est pas facile, parce que t'as quand même Animals puis des mopettes complètement gelées qui font partie de ça. Oui, c'est comment ils s'appellent, Zoot, là. Zoot, il est pas ils sur sont le même tous plan clés. d'existence que nous, là. Ils sont vraiment très, très smooth comme mopettes. Ouais, C'est des mopettes qui sentent un peu le skunk. Ouais, puis ils sont... et Ah, le des patchouli. mopettes pas fraîches. Mopettes pas fraîches, oui. Tu peux y Ouais, fumer ouais. et être gelé aussi. Ouais, ils n'ont pas fait de tour de laveuse depuis longtemps. Ça sent la feutrine humide un peu. Ils les mettent dans la sécheuse avec une coupe de cocotte, puis c'est réglé. Fait que c'est ça ma nouvelle. On s'en reparle quand on bingera ça. C'est bon. Hey, j'ai hâte. J'étais même pas au courant. J'ai passé à côté, Laurent. Yes! Je t'ai appris de quoi sur les mopettes. Oui, vraiment. Tu m'as appris de quoi sur les mopettes. Simon, qu'est-ce que tu avais de ton bord? Moi, il me reste les films que j'ai regardés dans les 2 dernières semaines. Ben oui, vas-y. C'est pas une grosse semaine, là. Tranquille. J'ai continué de voyager dans le monde des films de Pépin Méry mettant en vedette Tracy Lords. C'est très spécifique, ça, comme sous-catégorie, Simon. Oui, elle a comme Diagramme fait de 3 Venn. films. Oui. Puis j'ai écouté un film qui s'appelle A Time to Die ou Sale temps pour mourir de 91 et je le conseille pas à personne Ah, bon, ben écoute. parce que c'était... Tu sais, quand tu veux un Pépin Méry, tu veux des explosions, des hélicoptères, des policiers qui tirent, puis des criminels qui revolent avec des balles. Puis Des chars qui sautent par-dessus d'autres chars, mais les chars explosent. Exact. Tu sais, des explosions qui n'ont aucun sens, puis scénario un peu niaiseux. Là, on dirait qu'ils ont essayé de faire un drame pour la télé. Puis c'est comme... C'est ça, c'est que ça réussit pas à être aucun des genres qui peut être. Je sais pas si je suis clair, là. Oui. Parce qu'il y a de l'action, mais c'est de l'action vraiment dolle et plate, à part une explosion de char qui arrive parce que tu te dis « Ah, ils l'ont mis juste parce qu'il fallait qu'il y en ait une. » tu sais. Puis ils vont la réutiliser dans un autre de leurs films, de toute façon. C'est ça. Il y avait l'intrigue qui est un peu intrigue policière, puis c'est un peu dole. Tout est un peu dole, fait que je ne vous le conseille pas. Par contre, je vais vous conseiller Ice, ou qui est l'étincelante, avec Tracy Lords dans le rôle d'une policière frue. Non, c'est une voleuse qui aide un policier. Oh, je les mélange un moment donné. Là, mais, Bref, effru. Ça, c'est celui que tu nous conseilles. ouais, c'est ça, parce Ben qu'elle ouais. kick des culs dans celle-là, puis c'est vraiment le fun. Là, dans celle-là, c'était un peu dole. J'ai écouté aussi un film qui s'appelle Fighting with My Family. Donc, si vous êtes amateur de lutte, vous connaissez peut-être ce film-là. C'est sorti en 2019. C'est écrit et réalisé par Stephen Merchant, qui est le co-créateur de The Office, l'original. Et ça met en vedette Florence Pugh, The Rock et Nick Frost. Puis c'est basé sur l'histoire de Paige, la WWE diva qui venait d'une autre série puis qui était comme différente des autres parce qu'elle savait se battre plus que d'autres, puis elle est comme devenue super populaire très rapidement, puis elle a pris sa retraite super rapidement aussi. Oui. Mais c'est ça, c'est comme l'histoire de elle et de sa famille qui ont toujours voulu faire de la lutte, puis qu'elle a été choisie pour faire les tryouts de la WWE, mais pas son frère. Puis en tout cas, c'est intéressant. Je m'attendais pas à aimer ça.
Non, c'est pas vrai. Je m'attendais pas à aimer ça autant. Autant. OK. C'est ça. Vers la fin, j'étais vraiment accroché, puis j'étais comme, c'était une belle histoire, puis j'avais aucune idée que c'était basé sur une vraie histoire aussi. Fait que c'est un bon petit film. Sinon, j'ai commencé une série de films qui s'appelle Aces Go Places ou Mad Mission. C'est des films de Hong Kong. Il y en a à peu près 5. C'est sur un espèce de... C'est comme 2 niochons, là, qui... il y en a un, ça, ce mot-là. Des niochons. Ça fait longtemps que je l'avais entendu. Des niochons. Il y en a un, c'est un genre de super voleur qui se met en équipe avec un policier, puis c'est beaucoup de cabotinage, puis c'est pas très bon. Fait que je sais pas si je vais continuer. Pas des cabotins. Oui. Tu sais, il y a comme une cascade haute au début, il y a une scène... pendant un show de ballet, à un moment donné, puis il y a des chars qui explosent à la fin, puis le reste est un peu flou. C'est un peu... parce que c'est ça, c'est juste du cabotinage. Je m'attendais à peut-être un peu d'arts martiaux, puis il n'y en a pas vraiment. C'est beaucoup de la comédie, puis c'est pas incroyable, mais je sais pas. Je vais voir si je continue. Est-ce qu'il y a des têteux? Des têteux, oui. Il y a des têteux. Non, je suis un têteux, mais t'es pas le seul. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Solar Crisis de 1990. C'est un gros film de science-fiction. Parce que quand tu l'écoutes, c'est comme un film qui s'est dit « OK, on va faire de quoi de huge à la 2001. » Puis là, c'est une affaire avec... Il y a le soleil qui va avoir une espèce de... un éclair solaire, là, pas trop, qui va détruire la Terre. Puis là, il faut qu'une équipe se rende pour bombarder le soleil pour que l'éclair de soleil explose avant qu'il fasse face à la Terre. Tu me d'Aerosmith dans ce film-là aussi? Non. Ça aurait aidé parce que c'est ça l'affaire, c'est que le film est huge, il y a des effets spéciaux, tout ça, puis tu te demandes pourquoi c'est pas connu, mais c'est parce que c'est très dull, les dialogues sont plates, il n'y a pas tant d'engagement, puis les personnages, on s'en fout. Tu sais, il y a Charlton Heston dans le film. Ben voyons. Puis c'est comme, OK, pourquoi t'es là? Puis en plus, c'est réalisé par Alan Smithy. Donc, en fait, le réalisateur n'a pas voulu prendre le crédit. Pour vrai, c'est un gars qui s'appelle Richard C. Safarian, Sarafian, mais il n'a pas voulu prendre le crédit. Puis c'est ça, c'est pas incroyable. OK, je pensais bon signe. Quand t'en parlais, je pensais que c'était un film de série B où l'intérieur du vaisseau est filmé dans des usines désaffectées. Ben, c'est parce que c'est ça. Moi, je pensais que ça allait être ça, mais il y avait quand même du budget. C'était quand même bien fait. C'est juste que l'intérêt, le film n'est pas capable de le garder. L'intérêt est absent. C'est ça. Puis, dernier film, j'ai écouté le film Alligator, que j'ai parlé il y a 2 semaines, comme quoi le 4K sortait. Pas celui de Toby Hooper. Là. Non. Okay. Un nouveau, en fait. C'est de 1980. Et je veux pas en dire trop parce que je veux le suggérer pour le show. Pour nos spéciales de films douteux, là. Oui, parce que c'était incroyable. J'ai adoré ça. C'est quasiment meilleur que Jaws. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du mois la semaine prochaine? Est-ce qu'on est à la fin du mois déjà ou c'est l'autre semaine d'après? L'autre semaine d'après. Bon, ben ça pourrait être l'autre semaine d'après. Ouais, non, sérieux, je m'attendais pas à aimer ça autant, puis bravo. OK. Ben écoute, tu t'en as pas dit beaucoup, mais tu l'as bien vendu. C'est un film de crocodile géant, tu sais. Ben, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est comme... Entre des crocodiles géants et des dinosaures, il n'y a qu'un pas. Hein? Ouais. Moi, pas mal n'importe quel animal, tu rajoutes géant après, que ce soit crocodile ou panda rouge. Des lapins géants, par contre, c'est un peu dol. Il y a eu un film de ça, des lapins géants. Oui, plusieurs. Oui, c'est ça. Plusieurs? Ben oui, il y en a eu. Ben, il y a eu Night of the Lepus puis Night of the Lepus 2, je pense. Ça consiste essentiellement à lancer des lapins lousses dans un décor miniature. Puis des films il y a dans ralenti. Monty Python, il y a des lapins géants. Là. Ah, il y a des... Oui. Il n'est pas géant. Mais il est tueur. Ouais. Il n'est pas géant. Il est motivé. Oui, ça. Il est très motivé.
Moi, j'avais un dernier truc. Merci, Simon, concernant... Il y a quelques semaines, j'avais parlé de l'initiative de Hero Initiative de réimprimer une BD classique, un crossover de comic book classique qui n'est plus disponible depuis longtemps. On parle de Avengers, GLA Avengers de George Perez et Kirk Busiek. George Perez est un légendaire auteur, artiste de bande dessinée qui a été diagnostiqué avec un cancer incurable et au lieu de vouloir... il n'a pas accepté finalement de recevoir des traitements. Ses chances de survie étaient très minces. Alors il a décidé de consacrer ses derniers mois de vie à sa famille et ses fans, très généreux jusqu'à la fin, M. George Perez, qui était venu à Montréal dans le cadre du Comic-Con de Montréal. Et donc, un des projets que George Perez a par année au cours de sa vie, c'est The Hero Initiative, qui est un organisme qui vient en aide aux auteurs et autrices et artistes de l'univers du comic book américain, surtout ce qui concerne les frais de santé. Donc, les frais de healthcare. Il n'y a pas d'assurance nécessairement pour les gens qui travaillent dans l'industrie, à moins d'avoir des contrats très particuliers. Et donc, l'Hero Initiative aide les créateurs qui ont aidé à populariser ce billet-là depuis plusieurs années. Donc, le but pour The Hero Initiative, c'était de vendre GLA Avengers et un petit tirage, de prendre l'argent des profits et de remettre ça à l'organisme. Et Perez allait parrainer ça. Et l'objectif, c'était de pouvoir sortir l'album, la réimpression, avant le décès de George Perez, parce qu'on ne sait pas quand il va mourir. On lui souhaite encore beaucoup de temps et de qualité avec ses êtres aimés, mais on ne le sait pas. Donc, c'était limité à 7000 copies. Puis même nous, on trouvait ça un peu limité, pour reprendre le mot. 7000 copies, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça s'explique par le fait qu'en ce moment, j'en parlais un peu en début d'émission, il faut réserver des temps de presse pour imprimer un album. T'sais, si ta presse a fait quelque chose, elle ne peut pas imprimer 2 affaires en même temps. Et ça se prévoit à long terme. Tu as carrément des cases horaires. Tu as des gens qui ne font que ça, des horaires pour de l'impression. Et comme 7000 copies était le seul nombre qu'on pouvait faire assez rapidement, puis d'obtenir assez rapidement avant que George Perez décède. S'assurer qu'on peut se recevoir les albums. Donc, c'est limité à 7000 copies. Où je veux en venir avec ça, c'est que là, on a appris qu'il va y avoir seulement un tirage. Donc, si vous avez commandé un exemplaire puis vous allez l'obtenir ce mercredi, parce que ça sort mercredi, bravo à vous parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Et aussi, c'est qu'il y a des sites, dont eBay, qui ont commencé à vendre le 10 numéros à des prix dérisoires. On parle de 200 $ américains au lieu de 29,99 américains. Il y a des boutiques aussi qui vendent des comic books qui ont fait la même chose. Certaines boutiques vont reprendre la différence de l'argent et le remettre au Hero Initiative, puis il y en a d'autres qui ne vont pas le garder. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez acheté votre copie, puis vous payez plus que 29,99 US, assurez-vous, ou plutôt vous vérifiez si les profits vont être remis au Hero Initiative ou pas. Ça reste à voir, puis après vous prenez une décision, mais c'est une réalité, malheureusement, qui fait partie d'espèce d'univers parallèle qui entoure l'industrie du comic book, puis qui a toujours été là. C'est aussi présent dans le franco-belge, puis dans la BD. C'est les trackers de signature, les trackers de dédicaces, les trackers d'albums uniques. Il y a du monde qui sont très motivés, puis les revendeurs aussi. Donc, c'est ça pour Hero Initiative, puis GLA Avengers. Ça sort ce mercredi, et ce sera votre seule chance. C'est drôle parce que l'album original se vend quand même cher, mais c'est pas si loin que ça du prix qu'on demande pour la réimpression d'Hero Initiative. C'est un peu bizarre. C'est un peu tard parce qu'on dit que c'est votre seule chance, mais c'est votre seule chance de l'acheter puis de donner à des Hero Initiative. Parce qu'une monnaie, mettons que Georges Perez meurt, il n'y a rien qui empêche qu'il y ait une réimpression de ce livre-là non exact. Plus. C'est ça. C'est parce que il n'y en a pas beaucoup parce qu'on veut faire vite, mais éventuellement, rien n'empêche qu'il y a encore une réimpression. Oui, et puis tu sais, si vous voulez vraiment lire cette histoire, puis ça, je pense que je voulais vous le proposer qu'éventuellement on lise, parce que c'est quand même considéré un des classiques crossover des deux grosses compagnies, à l'époque où les deux compagnies n'étaient pas... leurs propriétaires n'étaient pas des conglomérats de divertissement comme Warner pour DC ou Disney pour Marvel. Ces crossovers-là, il y en aura c'est probablement sûr qu'il n'y en aura jamais. Là. Il n'y en aura plus. Il y en avait dans le temps, mais il n'y en aura plus. Donc, on pourrait le lire éventuellement à l'émission, ça pourrait être intéressant. Mais en termes de copie physique, bonne chance parce que ça va être bien compliqué de mettre la main là-dessus. Qu'est-ce qui te restait, toi, Laurent? Avez-vous parlé de Croaky? Croaky, je ne sais pas c'est quoi. Non. Croaky, c'est le petit nom affectueux qu'on donne à Alligator Lucky.
qu'on a pu voir dans la mini-série sur Oui. Disney+, de Loki, Oui. qui était donc le Loki d'un autre univers, mais qui est un alligator. Il semblerait qu'il y a déjà cette semaine sa première mini-série de bande dessinée Je l'ai vu passer. qui va s'appeler tout simplement Alligator Loki. Pour l'instant, on dit que c'est une mini-série de 12 numéros. Par contre, c'est seulement disponible sur Infinity Comics, c'est-à-dire seulement en ligne sur Marvel Unlimited. Il n'y aura pas de comics physiques. Non, c'est Je les sais pas comics qui pourquoi. viennent avec l'abonnement, puis c'est comme une motivation pour s'abonner au service. Voilà. Donc, écrit par Alyssa Wong et dessiné par Robert Quinn. Je ne sais pas ce que ça vaut, honnêtement, mais on prévoit c'est un nouveau numéro tous les vendredis déjà, donc je suppose qu'ils sont déjà faits, mais je trouve ça drôle que ça existe. C'est un personnage que je pensais qui a passé vite de clin d'œil à je pense qu'on va devoir faire avec lui pendant plusieurs années maintenant, donc pourquoi pas? C'est un crocodile, il y a un petit casse, moi. Moi, je suis S'il était vendu. géant, en plus, je suis vendu. Écoute, mais une barbe, un panda roux, puis on a un Laurent panda roux. C'est vrai. On a une vague parallèle. là. C'est un peu la même pelosité et couleur de poils. Voilà. On n'est pas loin. Un peu plus gros qu'un panda roux, par exemple. Mais plus charmant. Ouais. Puis il risque moins de nous bouffer à la J'ai face. plus une shape de vrai panda. Ok. De panda tout court. Dans le en tout cas, c'est quoi le diagramme de veine dont on parlait tantôt? Là? Oui, c'est ça. Moi, je suis dans le milieu entre panda et panda roux. C'est ça. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre ou c'était tout? J'ai commencé à regarder Only Murders in the Building. Ah, c'est bon. C'est quoi? Ben là, j'ai rien à dire, honnêtement, parce que j'ai juste regardé un épisode hier soir, à part que je trouve que Martin Short il ressemble de plus en plus à Jean-Pierre Ferland. C'est tout pour l'instant. Je vous en C'est reparlerai vrai, peut-être. ok. Ah oui, c'est sur Disney+. Moi, j'ai hâte ouais. à la saison 2. On en reparlera, mais j'ai vraiment adoré ça. Tu l'as écouté? Ça bien écrit, c'était délicieux. Ben, Ouais, je pensais à toi, en fait, parce que ça met en scène à date des gens qui tripent sur des podcasts de true crime. Puis là, je sais comment, c'est comme si Ben et Marilyn, ils se mettaient à enquêter pour Ouais. vrai, tu sais. Ben Marilyn serait mort, par exemple. À partir du moment qu'il commence à traquer le tueur, il nous aurait pogné. Moi, Faites pas ça. Non. Hey, 2 derniers trucs avant de se laisser pour la pause. Prochain truc, c'est une nouvelle un peu triste, mais quand même, ça fait partie de la vie. On a appris hier le décès de William Hurt, qui est décédé à l'âge de 71 ans, donc le 13 mars. C'était un acteur qui a remporté plusieurs prix. En fait, il était très apprécié de ses collègues. Il a remporté un Oscar en 85 pour Kiss of the Spider-Woman. Son rôle dans Broadcast News a été encensé, un film de 87. Il a été dans History of Violence, Children of Lesser God. Et pour le MCU, il était connu sous le nom de General Thunderbolt Ross. Il a apparu pour la première fois dans le rôle dans The Incredible Hulk, à côté de... c'était quoi? C'était lui qui n'était pas l'acteur. Ed Norton, voilà. On l'a vu par après en 2016 dans Civil War, dans Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame et plus récemment dans Black Widow. Il est mort de cause naturelle. Et sinon, un dernier truc, j'ai écouté moi aussi un film, Simon, j'en parle pas souvent, mais quand les choses sont plutôt moroses ou dark, je sais pas pourquoi, mais j'écoute des trucs dark, puis ça me fait du bien. Fouillez-moi pourquoi. Mais j'ai écouté The Clovitch Killer. Est-ce que tu as vu ce film-là? Non. Film de 2018. Je sais que Red Letter Media a fait une critique il y a environ 4 ans de ça, là, en 2018 quand c'est sorti. Puis je l'avais écouté, mais j'avais aucun souvenir de leur critique. C'est un film de Duncan Skylis. C'est un film indépendant qui met en vedette Dylan McDermott. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est genre le beau gosse de service qui jouait dans Charm. Il a aussi été dans les séries d'American Horror Story. Il a un peu un look d'acteur de film de soap opera. Il y a un acteur de genre de belle gueule coupée. Là. Ça met également en vedette Charlie Plummer et Madison Beatty. C'est, je pense, Marilyn, si tu l'as pas vu, tu vas aimer ça. C'est un court film inspiré des événements du BTK Killer. Ça se passe dans une petite ville où il y a un tueur en série qui, pendant des années, a terrorisé la communauté. Il attachait ses victimes, il les tuait, et à un moment donné, il y a 10 ans, il a arrêté tout simplement il a arrêté. On ne sait pas ce qui est arrivé, on ne sait pas c'est qui, il n'y a aucun indice.
Il y a eu des enfants. Je sais pas, mais il y a un jeune qui est joué par Charlie Plummer dans le film qui commence à suspecter que son père était le Clovitch Killer. Et ce qui est génial de ce film-là, c'est que tu vois aussi l'inspiration avec le BTK. C'est un pilier de sa communauté, il fait partie d'une église, c'est des personnages un peu conservateurs, avec un contrôle sur ses enfants, ils font partie d'une troupe de scouts. C'est toutes les vieilles valeurs américaines de l'Americana, comme on se l'imagine. Mais ce qui est génial de ce film-là, c'est que tout est dans le non-dit. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, mais qui ne sont pas adressées, qui sont montrées. Le jeu des acteurs est excellent. Tu sais, je détestais pas McDermott dans le temps, mais je ne l'aimais pas plus non plus. C'est un acteur correct. Dans ce film-là, il est complètement terrifiant. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt là-dessus, sur ce qui me fascinait par ce film-là pendant que je l'écoutais. Le réalisateur a dit qu'il a été beaucoup inspiré par le film Zodiac de Fincher. Et ça se sent en écoutant le film. Donc, c'est pas tant à propos de qui est le tueur, mais le chemin qui amène les personnages à essayer de trouver la vérité. Et c'est super bon. C'est peut-être aussi un peu basé, ou ça a peut-être été influencé. Il y a un monsieur qui pensait que son père, c'était le Black Dahlia Murderer. Oui. Qui a écrit un livre, puis c'était fuck all, pas lui. C'était pas lui, mais le gars était une marde là, dans la vie, là, je sais de qui tu parles. C'est ça, mais c'est un peu la relation de... ce monsieur-là, c'est un policier, puis il a enquêté pour... Les gens pensaient que c'est son père, puis c'était juste pour prouver que c'était pas son père. Finalement, il a fait « Oh, maybe it was. Mm-hmm. » Peut-être ça a été un peu influencé par ça aussi. Peut-être. Je vous le conseille fortement, The Clovitch Killers. Très bon jeu d'acteur, un petit film indie. McDermott est terrifiant. Puis c'est une belle classe de cinéma. Donc, une histoire qui est montrée. Donc, qui est pas dite. On n'est pas en train de dire ce qui se passe. On le montre dans les sous-entendus. Tout est dans le sous-entendu. On prend une petite pause. Êtes-vous prêts pour prendre une petite pause? On vous rappelle que les Mystérieux Étonnants sont rendus possibles grâce à leur Patreon. Si vous voulez aider les Mystérieux Étonnants à garder les lumières allumées, vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. C'est une plateforme super facile pour s'inscrire, puis même vous désinscrire si vous voulez prendre une pause et revenir plus tard. Il y a des gens qui font ça. Ils donnent pendant 1 mois, 2 mois, ils arrêtent. 3 mois plus tard, ils reviennent. Tous les dons sont réinvestis dans le projet, donc dans la réalisation du show du lundi. Et c'est spin-off, parce qu'on a également Noël Chisdor, qui est un podcast dédié pour les dépendants affectifs de Noël, animé par Simon Chénier et Étienne Forêt. On a également Terre Kaiju sur les gros monstres qui se tapochent, animé par Jake Dion, et on trouve aussi Simon Chénier dedans. D'ailleurs, j'ai participé au dernier enregistrement dédié au cycle du Green Ranger dans Power Rangers. Moi, j'ai aimé ça. Tommy, le Green Rangers. Et si vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, automatiquement, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres. Donc, en ce moment, on passe au travers de notre cycle sur Guillermo del Toro. J'anime ça avec Ia Saint-Cyr et Rémi Fréchette. Le prochain film, c'est Pacific Rim. Mais quand vous inscrivez, vous avez accès au backlog. Puis il y a presque 100 épisodes de Bifurcation. Donc, vous avez du stock. Vous avez également des épisodes de Terre humaine chez Isdor sur le même feed RSS, qui est un podcast sur la télésérie très brune, très beige, Terre humaine, animée par Simon Chénier, avec Étienne Forêt et Gabriel Lézacolard. Les gens sont quand même obsédés par cette série-là. C'est super obscur, mais je ne sais pas pourquoi il y a un call following autour de Terre humaine. Peut-être qu'il va y avoir une refonte éventuellement à Radio-Canada. Qui sait? ça pourrait être ça. Je ne sais pas. Donc, beaucoup de stock pour les gens. Vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Durant la semaine, on y partage des nouvelles, on jase, on écoute des films. Le dimanche, il y a de la lutte. Hier, c'était une super de belle soirée, encore une fois, de lutte, où on a écouté de la lutte de Kaiju, encore une fois. Les Kaiju Big Battle. Oui, c'était un des premiers. Donc, c'est un show qui datait quand même de 2002. Ça fait 20 ans. Mais Christy, que c'était divertissant. Au début, là, il se donnait. Là. On était ailleurs. Là. Moi, j'étais pas là l'épisode que vous en aviez parlé. Là. Mm-hmm. Et j'étais fort désolé. C'est depuis que je sais que ça existe, qui était une soirée il y a moultes années chez Olivier Carpentier, que sa blonde de l'époque achetait beaucoup de DVD random. Puis elle avait acheté un affaire de ça. C'était comme des DVD qu'il y avait de vieux matchs puis d'interviews avec le monde. Là. Puis genre, depuis cette soirée-là, c'est rendu le
number one spot d'affaires que je veux vivre avant de mourir, c'est d'aller voir un match de Kaiju Big Battle. Là. Je check vraiment quand il passe pas trop loin. Genre, mais là, Écoute, ça va peut-être arriver, je sais pas. Je sais qu'au début, cette troupe-là a été fondée dans le coin de New York, puis ils ont commencé à faire le tour des congrès puis des Comic-Con, et récemment, depuis que la COVID est finie, hein, parce qu'il n'y en a plus de COVID, c'est sûr, ils ont recommencé à faire leur tournée. Et hier, quand on écoutait le match, je me disais, Colin, il faudrait qu'ils viennent au Comic-Con de Montréal. Je dis pas que ça va arriver, là, j'en ai aucune idée, j'ai pas des informations exclusives, mais j'ai écrit à Cliff, puis je dis, hey Cliff, en passant, j'ai écouté ça hier, c'est malade, si tu peux les inviter au Comic-Con, tu devrais considérer ça. Puis il disait, ouais, je les ai vus, je sais c'est quoi, puis ça m'intéresse, ça fait des années que je veux faire ça. Fait que peut-être éventuellement, tu vas pouvoir les voir à Montréal. Qui sait, ça pourrait être intéressant. Il y a tellement un gros lore en plus, là, quand oui! tu m'as à suivre, là, il y a genre, tu sais, comme la vraie lutte, là, je veux dire, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, puis ils ont des beefs avec d'autres kaiju. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une canne de. C'est pas une canne de bin, là, mais il y a une canne de bouffe géante qui se bat contre des kaiju. Là. Il y a Dr. Cube aussi qui est comme le méchant principal de l'histoire. Mon préféré, il s'appelait Silver Potato, mais je pense qu'il joue plus. Il a pris sa retraite, mais c'était un genre de patate au four de l'espace. C'était une patate au four de l'espace, je l'ai vu hier. Il y a aussi le Bear Burger, qui est une genre de costume de mascotte, moitié burger, moitié ours, qui se bat contre des kaiju. C'est débile. Malade. En tout cas, on fait ça sur le Discord. Donc, il y a aussi des gens qui ne consomment pas du tout le podcast Bifurcation ou Terre humaine chez Isidore ou le Discord, mais qui donnent et qui veulent encourager les mystérieux. Donc, merci à tous ceux et celles qui le font. Si vous ne pouvez pas donner, parlez du show, partagez-le, donnez un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts. D'ailleurs, on est aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music, Facebook, Twitter, Instagram et les autres plateformes de bullshit où le monde s'engueule sur des affaires qui ne servent à rien. OK, on se revoit dans quelques instants avec la BD de la semaine, Moon Knight Volume 1, Lunatic. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de Marvel Comics, Moon Knight Volume 1, Lunatic de Jeff Lemire et Greg Smallwood. C'est une bande dessinée qui est parue il y a quelques années, mais je vais prendre le temps de spécifier que nous, on parle du premier volume qui regroupe les numéros 1 à 5, mais que l'édition intégrale vient de sortir. Je pense que c'est sorti la semaine passée. Moi, j'ai tout lu. C'est malade. Tu l'as lu au complet. Ça regroupe les numéros 1 à 14. 2016, voilà, la série de Jeff Lemire. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée et que vous ne voulez pas être gâché, si vous voulez découvrir l'histoire durant votre lecture, faites pause, revenez à l'émission quand ça donnera le mieux pour vous. On voulait parler de la bande dessinée parce que bientôt, en fin du mois, il n'y a pas seulement le film de Maxime Gervais qui va sortir puis la bande dessinée de Jack Dion, il y a aussi la série de Disney+, Moon Knight. Et moi, c'est un personnage que je ne connais pas beaucoup. On a déjà parlé de lui, je crois, il y a plusieurs années avec une run que Bendis avait écrite. Mais sinon, on parle rarement de Moon Knight à l'émission et on voulait concorder un petit peu les deux, là, la sortie de la série et le trade de Jeff Lemire. Résumer rapidement l'histoire. Le personnage de Moonlight a comme un historique assez complexe dans les comic books. Donc, je crois que ce que Jeff Lemire a essayé de faire ici, c'est une espèce de série qui allait consolider un peu tout ce qui a été fait par le passé. Donc, le personnage de Mark Spector a eu d'autres noms. Il y a aussi d'autres identités que celui de Moon Knight, dont Mr. Moon. C'est quoi déjà l'autre nom? Il y en a Mr. Knight. Mr. Knight, voilà, c'est ça. Ouais, puis Steve quelque chose. Steven Grant, Jake Lockley, il y a eu il y a aussi des acolytes, donc des amis, un groupe d'associés. Fait que la série se veut un peu, pas une refonte, mais un genre de retconning, d'essayer de faire un sens de tout ça. Et dans l'univers des bandes dessinées de Marvel, Mark Spector, Moon Knight a un problème, que c'est quoi le terme scientifique d'association, de troubles de personnalité multiples. Donc, c'est un peu entré dans l'ADN de la série où le personnage lui-même de Mark Spencer se pose des questions à savoir, est-ce que je suis en train de vivre, c'est réel ou c'est vraiment ça se passe tout dans ma tête? Parce que quand on rencontre le personnage dans la bande dessinée, il est interné dans une clinique ou plutôt une aile psychiatrique accompagné de ses acolytes et c'est de façon disons, fragmentaire qu'il se souvient de son passé. Il commence à se questionner pourquoi est-ce qu'il est là. Et dans l'origine du personnage, c'est le dieu égyptien Khonshu, qui lui a donné les pouvoirs du Moon Knight. Et là, il essaie de le guider hors de cet asile qui est contrôlé par Seth, un autre dieu égyptien, qui dit, ben non, t'es pas dans un asile psychiatrique, t'es vraiment retenu par
mon ennemi dieu égyptien et je vais essayer de te guider hors de ce lieu-là qui est maudit. C'est tout ça? On pourrait-tu résumer ça comme ça? Ouais. Ouais. C'est seulement comme ça. Donc, c'est un genre de mélange. C'est comme un mélange entre 12 Monkeys, une BD de super-héros, puis l'écriture de Jeff Lemire. J'ai beaucoup pensé à 12 Monkeys aussi, quand même. Puis l'épisode Ouais. de Buffy. Surtout que l'asile qui font ressemble. croire que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, l'épisode de Buffy. Puis qui termine mal, d'ailleurs, hein? Qui fait qu'on questionne tout le reste de la série par la suite. On va faire un tour de table rapidement avant de se lancer dans la bande dessinée. On va commencer avec Marilyn, voilà. Commençons avec Marilyn. Moi, je pense que j'avais lu une affaire de Moon Knight il y a vraiment longtemps. Je le connais pas tant que ça. Donc, la bande et son texte, c'est un petit peu rough. Mhm. Si vous connaissez pas bien le personnage, même si on comprend quand même qui il est et ce qui se passe, si tu essaies de le prendre de façon objective, puis tu te dis pas c'est un personnage dans une bande dessinée, dans un univers, dans une timeline, c'est quand même intéressant, c'est juste que c'est ardu. Mhm. Un petit peu. J'aime le design des personnages. Le dessin, c'est du design classique à la Walking Dead. Au début, pas à la fin. J'aime la coloration. C'est quand même très, très beau. Contre toute attente, le français est bien traduit. Je sais pas pourquoi j'ai accroché. J'étais comme, Ouais. c'est sûr qu'il y avait Hey, pour vrai, ça, c'est rare. C'est très rare. Comment Ça ça mérite d'être s'appelle? mentionné. Jean-Jacques, j'étais comme, c'est qui lui, j'en veux plus. J'aime ce personnage de genre de majordome Alfred, mais français était impeccable. Tu vois qu'ils ont consulté quelqu'un, c'était pas c'était pas du Google Translate. Oui, puis ça arrive souvent, en fait, dans la bande dessinée américaine que c'est du Google Translate. Mhm. Puis que c'est pas, tu sais, tu le sens, mais j'étais comme, je veux jaser avec ce personnage-là, je veux qu'il soit là, il est vraiment là. Là, il est allé chercher il va chercher des croissants le matin. Là. Mais Jeff Vraiment. Lemire, il est canadien, donc peut-être qu'il y a des amis francophones. Ouais. Ah, ben Fait oui, que, c'est il y a une affinité de plus à essayer de se forcer. mettons. Ouais. Mhm. Peut-être lui, Peut-être. il parle français. Peut-être C'est que quand lui même parle français. Lemire. J'avoue. C'est le Ouais, frère de c'est Daniel, là, tu sais. Oui, c'est le frère de Daniel Lemire, Ben, ça, c'est c'est ça. ça. On n'en parle pas souvent, là, mais- D'ailleurs, Son le petit frère. français ressemble beaucoup à Daniel Lemire. Surtout le bout où est-ce qu'il est déguisé en En Oncle clown. Georges. C'est un petit peu too much comme Easter egg, mais Je pense que je l'ai bloqué dans ma tu l'as pas vu. Comme Mark ça- Spector, tu l'as bloqué Ça mentalement. serait malade. Ben, je la lirais, moi, cette bande dessinée-là. Ouais, ouais. Est-ce que Daniel Lemire en Oncle Georges, Marilyn, c'est too much, trop proche du clown ou t'es correct à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de maquillage, puis il est tellement fuck all que, tu sais, j'y crois pas, là. C'est pas un clown, c'est juste Ouais. un dude tout croche avec un chapeau de clown. Mais si on enlève le chapeau de clown puis le costume à Daniel Lemire, on y met du maquillage de clown. Non, Est-ce non. que là, on se rapproche de la zone où t'es pas obligés d'aller confortable? Non. Je suis pas bien. Je vais me réveiller cette nuit. Fait que- Daniel Lemire avec un maquillage de clown. J'essaie d'identifier en fait de plus en plus c'est quoi qui est problématique, comme ça je vais l'éviter parce qu'à un moment donné je t'avais envoyé une tranche de ballonné avec une face de clown dedans, puis je me suis posé la question après, est-ce que là c'était dans sa phobie ou non? Je le savais pas. Je me suis posé la question après malheureusement. C'est tellement ridicule. Mais je Non, mais c'est une phobie, c'est te pas demande ridicule. si une tranche de ballonné est problématique. C'est une drôle C'est sûr que dit de même. Oui, ben, ça se peut. Je sais pas. Est-ce Ok. qu'une tranche de ballonnet avec la face de Daniel Lemire, Hey, oui. c'est la phobie de quelqu'un. C'est sûrement la phobie de quelqu'un. Mais en fait, ça peut être juste la face de Daniel Lemire sur une tranche de ballonné maquillée qui est problématique pour Marilyn rendu là. Moi, je pense que c'est le maquillage qui est la frontière qui fait que c'est plus... ça marche plus, là. C'est dangereux. On va passer à Simon pour faire un J'aimerais ça, tour. un t-shirt de Oh non. Daniel Lemire habillé en Moon Knight qui tient du ballonné. Ou qu'il y a du sandwich Faites-moi au ça. ballonné, genre. Ouais. Ouais, je le vois. Rien de clown là-dedans, là. Juste Daniel Lemire en Moon Knight. OK. Plus ballon. Moi, Simon. j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé l'art magnifique. Yes. Puis ce que j'ai aimé, je comprends. Je comprends que quand tu rentres là-dedans et tu n'as aucune idée c'est qui, ça peut être mélangeant. Moi, j'avais lu une couple d'affaires avec Moon Knight, dont récemment dans les Avengers de Jason Aaron, il était là.
sais, j'étais un peu au courant, mais c'est quand même un personnage qui a une histoire complexe, fait que c'est pas facile. Mais j'ai trouvé que pour une BD qui veut te faire douter de quelle réalité tu vois, c'est facile de ce genre de BD-là de se perdre puis un peu de faire n'importe quoi, mais j'ai trouvé que Jeff Lemire était capable de garder ça assez clair pour le lecteur, puis tu comprends quand même bien qu'est-ce qui se passe, même si tu n'as pas toutes les réponses, j'ai trouvé. Puis évidemment, là, j'ai lu le reste, fait que je connais les réponses, mais je veux pas rien spoiler. Là. Mais pour ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est ça, l'art qui change quand il y a une autre réalité. C'était cool, ça aussi. Fait que, ouais. Donc, ça satisfait de ta lecture. Oui, beaucoup. Laurent? J'ai beaucoup aimé ça. C'était très reposant. J'ai trouvé ça super zen. L'impression que c'est pas vrai. Non. Je connais rien. Pour vrai, c'est la première fois que je lis Moon Knight aussi, mais je sais déjà un peu que c'est genre le Daredevil qui a des problèmes de santé mentale plutôt que des problèmes de vision, mettons. À peu près, là. C'est ce que je connais de Moon Knight. Fait que c'était comme vraiment me garrocher dans... Tu sais, genre, je savais déjà que c'était ça, mais c'était comme vraiment très intensément ça. J'ai quand même beaucoup aimé ça. Comme toi, Ben, ça m'a beaucoup rappelé effectivement 12 Monkeys, que comme tu doutes que, vu que tu es en train de lire de la BD de super-héros, qu'en quelque part, il y a comme une base de vrai là-dedans. Fait que l'espèce de genre, on me tient contre mon gré, non, c'est vrai, mais personne ne le sait. Puis après, tous les Easter eggs de tous ses amis et personnages qu'on va comme récolter au fur et à mesure des numéros, comme j'y connais pas, j'avais pas vraiment d'affect émotionnel, mettons. Mais j'ai beaucoup aimé l'art aussi, je trouve. En fait, je les ai jamais lus, mais je sais que sur la vieille série de Moon Knight, il y a Bill Sienkiewicz qui a travaillé beaucoup dessus, qui est, moi, un de mes dessinateurs de comics préférés. Là. Il a fait, entre autres, Electra Assassin avec Frank Miller, puis tout. C'est vraiment, je trouve, comme un dessinateur qui sort beaucoup, qui est très expérimental pour du dessin de comics, mettons. Comme, on a encore perdu Marilyn. Elle va revenir. Mais puis j'ai trouvé que le dessinateur là-dessus, sans vraiment l'émuler, il y avait quand même des bons callbacks à ça. Je trouvais que on était loin du dessin classique de super-héros, même juste là, au niveau de la technique. J'avais l'impression que c'était pas. C'était rarement ancré, c'était souvent plus, mettons, crayon gras. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, puis effectivement que ça change selon les plans de réalité, dis-je, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est quoi exactement. Mais ça, j'ai beaucoup apprécié ce travail-là. Je trouve que ça nous change du super-héros classique. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas talk shiter personne, là, je veux dire, mais c'est quand même une école, le super-héros, puis souvent, ça va jouer dans les mêmes eaux. Puis là, je trouve que ça sortait du lot quand même. Fait que ça, j'ai quand même beaucoup apprécié. Après, je sais pas, moi, je suis quand même curieux de voir où ça va comme ça. On dirait que pris tout seul comme ça, c'était trop pour l'initier pour moi. Je suis quand même curieux de voir dans un contexte, mettons, où ce qu'il va faire des affaires de super-héros d'une série qu'il n'est pas dans cet hospice-là, mettons. C'est quoi sa vie normale à Moon Knight, même s'il y a ces problèmes-là, tu sais. J'ai le goût de voir ça, mais en même temps, pour un premier hint dans le personnage, je trouve ça cool. Là. Je me dis que la série qu'on va voir avec Oscar Isaac, elle risque de peut-être ressembler un peu à ça. C'est comme on a dit sur Discord, les Mystérieux, durant le week-end, que ça devrait être inspiré beaucoup de celle de Jeff Lemire. Puis dans le temps, ça fait du sens. Comme la série est sortie en 2016, c'est probablement une des dernières choses qui a été vue ou qui a inspiré, informé les créateurs de la série. Ça, moi j'ai vu que la série était, elle se voulait beaucoup stand-alone aussi, c'est-à-dire pas tant que ça relié au reste du MCU. Fait que comme avec ça, je veux dire, on n'a rien d'autre qui
qui vient, je veux dire, oui, on sait que c'est le même univers, mais il n'y a pas de mention de personne d'autre ou de Tony Stark ou whatever. Là, fait que ça pourrait être très... ça peut se passer dans son coin seul. aussi sans être complètement détaché. Ça se passe dans l'univers du MCU, en tout cas la série de Disney, mais il n'y aura pas d'apparition, à moins qu'on se trompe, là, mais il n'y aura pas d'apparition de d'autres héros. C'est comme pas nécessaire. Puis c'est pas la proposition de Moon Knight non plus. Puis c'est pas la proposition non plus de la bande dessinée. Moi, c'est ce qui m'épate d'ailleurs de l'écriture de Jeff Lemire, c'est d'essayer de faire à la fois de raconter une histoire où tu doutes de ce qui se produit et encore une fois, comme je l'ai présenté tantôt en début de segment, il y a un job de consolidation. Donc, l'auteur sait ou connaît une bonne partie du passé du personnage et ça informe son écriture. Donc, il essaie de trouver une manière que tout ça fasse du sens. Et même, je pense que la série de Bendis qu'on avait lu, Simon, dans le temps, il y a plusieurs années, faisait un peu le même effort. Tu sais, c'est le genre de personnage qu'on a tout le temps voulu essayer j'ai l'impression de trouver de nouvelles façons de le raconter puis de l'intégrer au sein du MCU. Fait que les auteurs qui se retrouvent avec lui plus tard ont à composer avec ce bagage-là qui est quand même compliqué à pouvoir intégrer. Le meilleur exemple du côté de DC, ça serait Hawkeye, que le personnage a aussi un passé où là, le monde a essayé de le retravailler plusieurs fois, même qu'à un moment donné, du côté de DC, Hawkeye était proscrit. On ne pouvait pas l'utiliser. Hawkeye, j'ai dit ici? Oui, DC, Hawkeye. Hawkeye, le personnage avec des ailes et un masque d'aigle. Il y a eu un passé très double. Il y a eu des origines différentes, puis plusieurs auteurs ont essayé de le retravailler pour l'intégrer et faire du sens de tout ça. C'est Hawkman, je pense. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Parce que tu dis Hawkeye, c'est oui, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Bon. Pour ça, on était, voilà, ok, non, Hawkman. Ouais, ok. C'est bon. Hawkman. Mais en tout cas, c'est un peu la même technique ici, de ce côté-ci, avec Jeff Lemire. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis même si on sait que le personnage existe au sein du MCU en comic book, ça se peut que là, il y a une crise existentielle ou il y a une crise psychotique, puis il est en train d'imaginer ce qui se passe. C'est possible que c'est ça qu'on est en train de lire. Puis j'ai beaucoup apprécié. Puis comme vous autres, l'art m'a épaté. Surtout les moments où on voit la fameuse grande pyramide à l'intérieur de New York. Donc, elle est intégrée à l'architecture de New York. J'ai trouvé que c'était super beau. Puis en même temps, ça reste très, très petit scale. Tu sais, c'est pas une histoire où il faut sauver New York, il faut sauver l'humanité. Ben, ça l'est un peu, mais on n'est pas dans une guerre contre les Skrulls où il faut combattre une invasion extraterrestre. C'est un récit qui reste celui de Mark Spector et ses acolytes. Ben, pire que ça, c'est genre le dieu de la mort. Ben, oui. Oui, mais il est tout seul. Il appelle pas les Avengers. Là. Il lâche pas un corps à Tony Stark puis il dit « Viens m'aider. » C'est drôle, tu sais, j'ai lu tellement de Marvel dans ma vie, puis j'ai aucun souvenir d'avoir vu Moon Knight dans aucun autre titre, tu sais. Ça arrive souvent là, que tu vois des personnages d'autres titres débarquer dans whatever ce que tu lis, tu sais, faire un caméo, puis j'ai jamais... C'est qu'il est vraiment tout seul de son bord, là. C'est comme si personne savait trop comment dealer avec lui, tu sais. De plus en plus, il l'utilise... Il me semble qu'il avait été dans Secret Avengers. Il était dans Secret Avengers au début des années. Ouais. Mais j'avoue, tu sais, quand le vieux Marvel, c'est rare qu'on le voyait. J'ai l'impression d'interagir avec les équipes ou quoi que ce soit. Mais à cette heure, on l'utilise. Fait que là, Simon, toi, tu as lu la run au complet de Jeff Lemire. Laurent et moi, on a lu les 5 premiers numéros. J'ai commencé à lire le 6e, mais qui est dans le gros trade, qui n'est pas dans le premier volume. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que c'est dans sa tête, Laurent, ou c'est... On est où, là? Probablement que la bonne réponse est moitié-moitié. Ben non, mais genre, probablement que c'est vrai qu'il y a un certain pouvoir. Je sais pas si ça vient vraiment d'un dieu égyptien, puis il y a probablement vraiment une menace contre laquelle il faut qu'il se batte, mais je pense pas que tout... Mais l'affaire j'imagine est vrai, tu sais. L'affaire de ses pouvoirs qui viennent d'un dieu égyptien, ça, c'est canon, tu sais, c'est dans son histoire. Mais l'affaire, c'est ça, c'est de savoir si là, il est dans l'asile pour vrai ou il est dans... ou c'est vraiment New York qui est enseveli de sable et tout ça. OK. Moi, je pense qu'il n'est pas là pour vrai parce que c'est trop convenient que tous ses amis soient là. Oui, mais il s'est expliqué, c'est que le set a essayé de rassembler son crew puis de les enfermer dans l'asile, tout à la même place pour garder un œil dessus. Puis aussi, là, mon seul bémol, c'est que le staff de cet hôpital-là, il faut il pas est vraiment trop
caricaturalement méchants, là. Ouais, Les ben, deux goons, là, qui sont juste comme, tu sais, qui ne font aucunement une job de gens qui travaillent avec des gens malades. Ils font juste sacrer des volets et des chocs électriques à leurs patients. Je suis comme une coche too much. Tu sais, Jeff Lemire m'a habitué à plus de subtilité que ça. Là. Mais il y a une case aussi où il se dit ouais, mais ce genre de place-là, là, c'est plus de même. Là, que ça... Fait que tu te poses la question, justement, si tu inventé tout ça. Mais c'est juste parce qu'à chaque fois, tu sais, qu'il est en train de se dire c'est une illusion, puis tu vois avec leur face comme c'est des espèces de dieux. Crocodiles, des carapaces. C'est ça, mais eux, ils agissent comme si c'était vrai. Ils continuent, tu sais, c'est pas comme on s'est fait avoir. Fait que c'est ça qui est. C'est ça que je trouve brillant de la bande dessinée, c'est que tout au long, en tout cas pour les 5 premiers numéros, pour le premier volume, tu as l'impression que en fait, Lemire donne des indices que c'est dans sa tête, autant qu'il y a des indices que c'est véritablement ce qui est en train de se dérouler. Puis je sais pas pour la suite, mais en tout cas, dans le premier volume, j'arrive à la fin puis je me dis, c'est peut-être Mark Spector qui a eu une crise psychotique puis il est en train d'imaginer ça. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais il y a autant des indices qui laissent croire que oui et que non. Mais il y a quelque chose qui arrive à la fin du 5e numéro qu'on voit... il y a comme 3 mondes qui sont dessinés différents. Tu as la version de lui qui est comme... que ça finit comme ça. Là. Il est comme habillé en veston-cravate. C'est comme dessiné avec des couleurs vives. Tu as la version que c'est un chauffeur de taxi. Et tu as la version dans l'espace. Oh. Puis ça joue beaucoup sur les BD qui s'en viennent, que c'est comme 3 personnalités. Puis là, il est comme perdu là-dedans. Fait que le style de dessin change de temps en temps. Wow. Puis ça, c'était vraiment cool. Puis c'est ça, pas trop de spoiler, là, mais la version de lui qui est comme que la BD finit avec, là, il joue un producteur à Hollywood, puis il est en train de produire un film sur Moon Knight pour Marvel Studios. OK. Wow. On va là. Ouais, c'est ça. C'est particulier, là. Mais moi, c'est mes pattes, c'est quand je l'ai lu, j'étais OK, là, je sais qu'il me reste un numéro. J'étais rendu, je pense, au numéro 4. Je dis OK, le premier 6, c'est 5. Puis je suis déjà hook. Je veux savoir ce qu'il y en est. Tu sais, des fois, on se dit ah, ouais, je l'aime bien la BD. Je serais partant à lire la suite ou whatever. Là, je voulais savoir ce qui allait se passer. C'était même pas une question. Là. Je voulais savoir où ça allait aboutir. Et c'est là où Marvel m'épate quand ils réussissent à le faire bien. C'est de reprendre les mythes puis les codes des super-héros puis les interpréter à quelque chose qui est moderne, mais qui reste quand même une histoire foncièrement de super-héros. On n'est pas dans... Oui, on est dans le méta, mais pas too much. Oui, on est dans une lecture un peu post-moderne, mais pas too much. On est dans une réinterprétation des codes des super-héros, mais pas trop non plus. C'est une belle balance que je trouve que le personnage de Moon Knight permet parce que justement, un des thèmes exploités avec ce personnage-là, c'est l'idée de la santé mentale puis de la perte du lien avec la réalité. Fait que c'est un personnage qui est à propos. Et j'ai l'impression qu'on s'en va dans la même zone pour la série télé ou la série de Disney+, plutôt. Ouais. Je suis agréablement surpris, puis j'ai l'impression de pas assez bien le vendre. J'ai vraiment eu du fun en lisant Moon Knight. Beaucoup de plaisir. Puis c'est pas pire, c'est juste 14 numéros. Là, ça se lit quand même bien pour le reste. Ouais, c'est pas une série de 50 ou de 70 ou qu'importe combien il y en a. Y a-tu plus de James Stocco dans la suite, Simon? James Stocco qui était? Qui est le dessinateur qui faisait les pages que moi j'ai vues dans le 5e numéro dans l'espace, qui est un de mes dessinateurs préférés. Là, oui, c'est ça. À chaque fois qu'il est dans l'espace, c'est lui. Ah ouais, ok. Je l'aime, ce gars-là. C'est un dessinateur. Il avait fait, on avait parlé d'un Alien qu'il avait fait, je pense. Ça se peut. Pour remettre... Salvation, ça se peut-tu? Alien Salvation? Ouais, je pense que c'est ça. C'est un peu ça, garçon. Non, Isolation, c'est un jeu vidéo. Ouais, ok. L'autre d'abord. Ouais, mais n'importe quel adjectif après Alien, ça existe. Mais pas le dernier qu'on a parlé là, quand c'est arrivé chez Marvel. Un autre bien meilleur. New Blood ou je sais pas quoi. Là, Twilight. Ouais. Il a fait une Christie de bonne BD de Godzilla, ce gars-là aussi. Il va falloir qu'on parle d'une BD de Godzilla à un moment donné à l'émission. Là. Il est temps. Là. Ben ouais.
Le crossover. Il y a eu Godzilla dans le Marvel U il y a plusieurs années de ça. Je sais, t'as encore, je sais que t'as le Essential Godzilla. Ouais. Il se trouve plus nulle part. Je sais, ça fait des années que je le cherche. Je te le vends pour 3000 $. Non. OK. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Moon Knight? J'ai l'impression que je vais comme garder ça mystérieux en même temps. Ouais, moi, ça m'a donné hâte à la série on tabarnouche, là. Cool. Ouais. Puis, je pense que si vous êtes fan de Lemire, vous ne serez pas déçu. Si vous êtes fan du personnage ou vous êtes intrigué par le personnage puis vous n'avez jamais lu l'histoire de Moon Knight, ce sera pour vous. Je pense que Marilyn n'a pas été en mesure de se reconnecter. Fait qu'on va se cesser là-dessus. Ben écoute, la connexion des fois, c'est capricieux. On va se cesser là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Si vous avez la chance de donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, on vous invite à le faire. Puis allez jeter un coup d'œil à la BD Chanson Noire de Jake Dion. Allez la précommander sur les libraires. Et La Balloune, le film de Maxime Gervais et Anthony Hamelin qui est disponible ou qui sera disponible à la fin du mois. Mais les billets sont déjà en vente. Il y a des supplémentaires qui ont été annoncés parce que ça se vend extrêmement vite. Et bientôt, il sera disponible en VOD, Video on Demand, donc disponible en numérique. Faites attention à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.